En fonction de ce que vous souhaitez, soit la résilience, soit la réduction de l'empreinte écologique, vous aurez deux stratégies qui n'auront peut-être absolument rien à voir. Par exemple, en ce moment, le capitalisme est extrêmement résilient, mais pas du tout écolo. En effet, travailler sur l'aspect culturel, l'aspect émotionnel, sur qu'est-ce qui touche les gens dans leur vie du quotidien, c'est certainement là qu'il y a en tout cas une piste qui pourrait être transformative. Et pour vous donner une illustration de la prise de conscience que je sens arriver, c'est que vous êtes, avec le plateau de Saclay, sur un territoire où aujourd'hui des élus créent des fermes municipales. C'est 3,5 milliards de personnes hors de la zone de viabilité humaine. Et là, c'est une question éthique. Va-t-on laisser crever tous ces gens-là, ce qui fera ressembler les génocides du XXe siècle à une blague? Je pense qu'il faut prendre soin des pays moins développés et également faire monter le niveau sanitaire dans ces pays-là. Et alors, c'est d'autant plus intéressant, si vous voulez, c'est que philosophiquement, ça va très loin. Donner des droits à une lagune, la considérer comme une personnalité juridique dotée d'un intérêt qui mérite d'être défendu, c'est totalement au rebours de toute la construction philosophique qui est la nôtre. Vous avez déjà, c'est une espèce d'horizon de civilisation qui est très différent. Donc bonjour à tous, donc je suis Laurent Riet, membre de l'association Adrastia qui parraine cet événement et nous avons rassemblé pour répondre à des questions sur comment penser au-delà des bouleversements actuels, Madame Sylvie van der Werf qui est virologiste, Monsieur Cyril Girardin qui est spécialiste des sciences du sol, Laurent Testo qui est journaliste spécialiste d'histoire globale, Dominique Bourg que normalement on ne devrait plus présenter mais que je vais vous présenter comme un spécialiste en philosophie des questions d'écologie. Vincent Miraud, essayiste, qui a produit un ouvrage sur l'énergie et ce qu'on en fait aujourd'hui. Et pour finir, Benoît Thévard, qui est consultant en mise en place d'actions de résilience auprès des collectivités locales. La soirée est divisée en deux parties. Une première partie sur le global, le contexte. Le global étant un peu compliqué à attraper et à changer à notre niveau, on s'intéressera en deuxième partie au local. Donc certains intervenants interviendront plus sur une première partie ou sur la deuxième ou sur les deux. Cyril, vous pouvez faire un état des lieux de la science des sols et ce qu'on constate? Oui, bonsoir. Donc je travaille à l'Institut national de la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Voilà, donc je travaille en sciences du sol. Chaque jour j'apprécie et je suis très motivé par ce travail parce que bon, c'est un domaine très vaste. Donc si ce soir on doit surtout parler d'alimentation, en fait mon entrée à moi elle est via les sols et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. D'abord parce qu'on a affaire à une ressource finie, quasiment non renouvelable à l'échelle humaine et qui ne représente sur la surface terrestre que 22% en surface cultivable. Donc ça veut dire que là où nous habitons, c'est-à-dire sur Terre, hein, sur les parties émergées, il y a à peu près que 22% de cette surface qui peut permettre de produire de la nourriture. Et dans une alimentation, je dirais moyenne, à peu près 95% de ce que nous mangeons est lié au sol, d'une manière ou d'une autre. Si vous réfléchissez, bien évidemment, si vous me dites, oui, mais moi je mange plus de viande, mais la viande, ben voilà, le bœuf, il a mangé de l'herbe, etc. Donc il y a quand même 95% de notre ration alimentaire qui est liée au sol. Et le reste de la planète, en fait, ce sont des surfaces qui sont soit trop froides, soit trop en pente, soit trop sèches, salinisées, trop humides, enfin, en gros, incultivables. Voilà. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que ces surfaces cultivables ne doivent pas servir uniquement à nous nourrir. Elles doivent aussi, vous le savez, depuis longtemps, servir à produire des textiles, le coton, le lin, etc., la laine éventuellement. Et puis, elles doivent aussi maintenant, dans les enjeux qui sont devant nous, elles doivent aussi produire ce qu'on appelle des agrocarburants. Donc vous avez vu qu'on met de plus en plus d'éthanol ou d'huile dans les carburants qu'on met dans nos voitures, hein. Pour les États-Unis, il y a à peu près 50% du maïs qui passe dans les voitures. Donc, ce qui a bien sûr une action économique, puisque
ça veut dire qu'il y a un renchérissement du coût du maïs, puisque ça devient un carburant, au même titre que les dérivés du pétrole. Et puis, on parle aussi beaucoup, de plus en plus, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, de la chimie verte. C'est-à-dire que les molécules chimiques que nous avons eu l'habitude d'avoir bon marché à partir du pétrole, il va falloir de plus en plus savoir les fabriquer à partir de produits issus de cultures. Alors on peut parler du polyamide, de polyester, etc. Enfin de toutes les substances chimiques qui entrent dans la composition de produits et qu'on aura besoin de se fabriquer avec les plantes. Voilà. Donc le sol est une ressource finie et un enjeu global. Et si vous voulez vous en rendre compte, vous pouvez aller sur Internet, regarder ce qu'on appelle le land grabbing, c'est-à-dire l'accaparement des terres, et vous verrez des cartes qui font que des pays qui ont très bien compris que ces surfaces cultivables étaient finies ont engagé depuis plusieurs années des achats. La Corée achète des terres à Madagascar. Les pays du Golfe achètent des terres en Indonésie, notamment pour faire de l'huile de palme. Parce que quand il y aura plus de pétrole, peut-être que l'huile de palme aura un intérêt économique majeur. Donc voilà. Donc il y a toute une cartographie mondiale de l'accaparement des terres avec des pays très très positionnés pour avoir des terres ailleurs. Alors après, pour faire le lien avec la deuxième partie de la soirée, je voudrais juste vous ramener un petit peu en France et en région parisienne. Donc en France, le problème des terres, c'est qu'on est, depuis l'après-guerre, rentré vraiment dans une spécialisation des régions, avec une agriculture très spécialisée, de l'élevage en Bretagne, de la grande céréaliculture dans les plaines céréalières, de la Brie, de la Beauce, etc. Et puis, pour le bassin parisien, eh bien, si on regarde où s'étaient installés nos très lointains ancêtres, ils s'étaient installés dans un bassin très fertile, à l'époque où évidemment il n'y avait pas les moyens de transport qu'on connaît aujourd'hui, pas les moyens de conservation qu'on connaît aujourd'hui, etc. Donc le cœur du bassin parisien, c'était un bassin très fertile. C'est un bassin qui, jusqu'au 19e siècle, a eu autour de Paris des ceintures maraîchères, c'est-à-dire que la population parisienne se nourrissait sur sa périphérie. Et puis, avec le développement des transports, des réfrigérateurs, des congélateurs, et voilà, toute cette modernité, eh bien, Paris a mangé sa ceinture maraîchère. Et aujourd'hui, les 12 millions d'habitants de la région parisienne sont quand même dans une situation où il y a très peu de production qui peut être fait en région Île-de-France. On produit environ 10% des légumes qu'on mange, et pas plus, à peu près 2,5% des fruits qu'on mange, et pas plus. Et par contre, en région parisienne, on a encore beaucoup de céréaliculture qui couvre plus du double des besoins qu'on aurait. Voilà. Donc c'est quand même une réflexion qu'on doit avoir sur qu'est-ce qu'on fait des terres dans un bassin de population de 12 millions d'habitants, et j'aurai l'occasion de poursuivre dans la deuxième partie. Merci. On voit bien aussi que là, on est face à une sorte de transition, en tout cas qui vient de loin. On n'est plus au temps des maraîchers de la petite ceinture. Un autre pilier de tout ce qu'on fait, c'est l'énergie. Vincent, est-ce que tu peux nous parler un peu ? De l'énergie, je veux bien vous en parler en 5 minutes, ce sera pas possible. Je vais donc vous partager mes questionnements du moment, qui sont issus de réflexions que j'ai proposées au débat autour de 2015 et qui se développent depuis. L'idée, en gros, c'est face au constat d'échec, on a encore battu le record d'émissions de CO2 cette année, donc alors que l'année n'est pas finie, mais c'est déjà certain. Selon les spécialistes. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi ça marche pas. Et donc j'essaye même de poser des hypothèses complètement contre-intuitives, comme celle de dire que plus on essaierait de faire une transition énergétique, plus on se donnerait les moyens d'émettre du CO2. Alors c'est une hypothèse un peu provocatrice, mais comme c'est un peu plus ce qui se passe que l'inverse, pour l'instant l'hypothèse n'est pas totalement réfutée. Et puis, au fil de mes réflexions, je me suis questionné sur la conceptualisation de la transition énergétique elle-même, c'est-à-dire comment c'est façonné, comment c'est construit le matériel scientifique sur lequel on s'appuie pour dire on utilise trop de charbon, trop de pétrole, trop de gaz, et on va substituer ça par des centrales nucléaires, des panneaux photovoltaïques et des éoliennes.
Et donc j'ai pas mal lu la littérature qui a fait l'histoire de cette idée de transition énergétique, et puis je suis allé aussi lire un petit peu en deçà, enfin ou plutôt antérieur sur le plan de la physique, de la thermodynamique et de l'étude de l'énergie. Et en fait, j'ai pas trouvé, ça existe peut-être, mais je crois pas que ça existe. Pour ce que j'ai lu, en tout cas, je n'ai pas trouvé de démonstration de faisabilité d'une transition énergétique par substitution des énergies. Il faut bien retenir tous les mots. Il n'y a pas de démonstration, c'est-à-dire que la science ne peut pas affirmer que la transition énergétique est possible par substitution. Ça, je ne crois pas qu'il existe de matériel solide pour démontrer cette faisabilité. Des modèles, des scénarios, des simulations, il y en a des milliers, voilà. En fait, pas tant que ça, mais il y en a quand même pas mal. Et c'est très différent des démonstrations et des modèles, des scénarios ou des simulations. C'est très différent parce que normalement, on ne peut pas dire à partir d'un modèle, d'un scénario ou d'une simulation, ça marche. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça n'est que des réductions de la réalité, ça n'est jamais fidèle à la réalité. On ne peut pas faire rentrer dans un modèle la complexité du monde. Je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est une certitude. Donc un modèle devrait interdire de dire à partir de sa conclusion, donc on peut le faire. Ça, normalement, ça n'est pas permis. La transition, elle est conceptualisée et proposée à partir de modèles, et beaucoup disent que on n'a pas le choix, certes, c'est une chose, mais c'est sûr qu'on peut le faire, c'est la solution, on peut substituer les hydrocarbures par le vent, par les rayons du soleil et par les atomes d'uranium. Bon, moi ça m'embête un peu parce qu'on le voit pas, ça marche pas, et puis c'est embêtant pour la communication politique et scientifique sur l'écologie, parce que si toutes ces affirmations sont fondées sur des modèles et pas sur des démonstrations, pour moi, méthodologiquement et même éthiquement, il y a quelque chose qui est gênant. Et puis, je suis allé gratter encore un petit peu plus pour essayer de comprendre pourquoi cette littérature était essentiellement de nature quantitative, c'est-à-dire, je vais être un peu technique, on pourra discuter éventuellement un peu plus tout à l'heure. Cette littérature qui modélise la transition énergétique s'intéresse au taux de retour énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut pour fabriquer une éolienne par rapport à l'énergie qu'on récupère, ou une centrale nucléaire, etc. Le facteur de charge, la stabilité, la pilotabilité, pardon, ça m'a échappé. Donc le taux de stabilité à la commande de telle ou telle infrastructure, la performance, l'efficacité énergétique, la quantité de kilowattheures produits sur telle durée. En fait, ce ne sont que des facteurs quantitatifs. Et on ne parie que sur la performance des infrastructures. Mais la performance des infrastructures, ça ne répond pas à une question qui pour moi est de nature qualitative, c'est est-ce qu'on peut substituer ou pas ? Est-ce que ces infrastructures, donc je répète, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires, peuvent remplacer des centrales à charbon ? Mais c'est pas parce qu'on a beaucoup de quelque chose qu'on a les moyens de remplacer quelque chose d'autre. On a l'habitude, j'utilise un peu plus des données de psychologie sociale et psychologie cognitive là. On a l'habitude de classer les objets de notre environnement, les choses qui nous entourent, en fonction de l'usage qu'on en a. Donc par exemple, pour un réparateur de vélo, un tricycle pour enfants et un vélo de course en carbone, c'est des vélos quoi. On pédale dessus et ça roule. Pour un coureur du Tour de France, un tricycle, c'est pas la même chose qu'un vélo en carbone. Donc en fonction de l'usage qu'on a des objets, on ne les catégorise pas de la même façon. Je vais reprendre un exemple beaucoup plus trivial, mais plus facile à intégrer. La tomate, pour vous, c'est un fruit ou un légume. On n'a pas le temps de discuter, mais ça dépend de l'usage qu'on en fait. Pour un agriculteur, c'est plutôt un fruit, parce qu'il faut qu'il cultive la tomate comme un fruit, parce que c'est un fruit sur le plan biologique. Pour un consommateur, comme moi, qui mange une pizza ou une salade de tomates, c'est un légume, parce que je le mange en légume et rarement en dessert. Donc c'est pas vraiment dans la famille des fruits. Donc en fonction de l'usage que j'ai, qu'on a des objets de notre entourage, on les catégorise différemment. Eh ben, j'ai l'impression que la transition énergétique nous a fait catégoriser dans la même grande famille ce qui est des convertisseurs d'énergie du charbon à l'électricité, par exemple, donc une centrale à charbon, ce qui est un convertisseur de vent en électricité, une éolienne, un convertisseur de photons en électricité, un panneau photovoltaïque, et un convertisseur d'uranium en électricité, qui est une centrale nucléaire. Donc on a dit tout ça, c'est la même famille, parce qu'en fait, tout ça, ça nous fait l'électricité. Quand je branche mon téléphone pour le recharger, c'est vrai que derrière, il peut y avoir n'importe lequel de ces trucs. Ça me fait l'électricité, donc finalement, c'est la même famille.
Mais en fait, est-ce que comme la tomate c'est un fruit ou un légume en fonction de l'usage, est-ce que vraiment une centrale à charbon c'est de la même famille qu'une centrale nucléaire? Eh ben j'en suis pas sûr, pour la raison suivante, c'est que là on classe en regardant l'objet, en regardant l'infrastructure. Mais si on regarde en observant la relation qu'a la société qu'il faut alimenter en énergie avec l'énergie qu'il y a avant l'infrastructure, donc avant le convertisseur, on n'a pas du tout la même relation. Je m'explique. La société thermo-industrielle, elle a puisé dans les hydrocarbures pour avoir de la chaleur, et elle l'a obtenue directement. Elle a fait brûler des hydrocarbures, du charbon, du pétrole, du gaz, ça a fait de la chaleur immédiatement. C'était très facile, on sait faire du feu depuis 800 000 ans. Et avec cette chaleur, on a fait, à la fois, on a eu du service direct, donc de la chaleur, pour chauffer les maisons très rapidement, ça nous a servi. Mais on a aussi pu fabriquer toutes les infrastructures qui permettaient d'exploiter toutes ces ressources. Donc c'était ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des sources. On a puisé dedans et ça nous a rendu service, comme quand on boit de l'eau à la source. Ce sont des sources d'énergie. Les hydrocarbures, on puise dedans, ça nous rend des services. Je pense qu'on ne peut pas puiser dans le vent pour avoir un service. On ne peut pas puiser dans les rayons du soleil pour avoir un service. On ne peut pas puiser dans l'uranium pour avoir un service. Je vous mets au défi de fabriquer une éolienne avec du vent. Je vous mets au défi de fabriquer un panneau photovoltaïque avec des rayons du soleil, au défi de fabriquer une centrale nucléaire avec des atomes d'uranium. Je pense que vous n'y arriverez pas. Il va vous falloir une autre source d'énergie, en fait une véritable source d'énergie, dans laquelle vous puiserez pour avoir un service qui s'appellera de la chaleur en l'occurrence, pour fondre des métaux, faire une industrie qui va vous permettre d'assembler ces métaux, et ensuite faire un convertisseur que vous pourrez mettre face au vent, face aux rayons du soleil, ou autour des atomes d'uranium. Donc là, on a vraiment deux catégories totalement différentes pour des infrastructures qu'on classe d'habitude ensemble et qu'on se dit, elles sont toutes ensemble, donc on a un problème avec celle-ci, on va remplacer par telle autre et ça marchera. Mais en fait, j'en suis pas sûr du tout. Déjà, on le voit pas, et en plus, j'en suis pas sûr du tout parce que imaginez qu'on n'ait plus du tout d'hydrocarbures sous la main parce que soit il y en a plus, soit on a décidé d'arrêter parce que ça émet trop de CO2. Mettons même qu'on ait fabriqué tout notre parc d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques et de centrales nucléaires, et que ça marche pendant un temps, ça je dis pas que ça marche pas, bien sûr que ça marche. Sauf qu'au bout d'un moment, il faudra les réparer, et si on ne puise plus dans une source d'énergie, on pourra pas du tout ni puiser dans le vent, ni puiser dans les rayons du soleil, ni puiser dans les atomes d'uranium, pour avoir directement de l'énergie qui rende un service qui permette de lancer une industrie pour réparer tout ça. Je fais pas plus long, c'était une vision globale de l'écueil conceptuel, à mon sens, de la transition énergétique aujourd'hui, et puis on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez. Merci Vincent. Il semblerait donc qu'on soit devant une sorte de transition énergétique, mais pas comme on l'entend. Voilà, je vais passer la parole à Madame Van der Werf. On m'a demandé de parler de la situation sanitaire dans le contexte de l'évolution globale. Donc, c'est tout à fait d'actualité, bien évidemment. Et si on regarde en termes d'émergence, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, on a assisté à une accélération et une augmentation de la fréquence des épidémies avec une diffusion mondiale, et c'est ce qui définit des pandémies. Et donc, au XXe siècle, on a assisté à la première grande épidémie due au virus du SRAS, à la pandémie de grippe H1N1 en 2009, mais également à des épidémies, en fait des pandémies liées à des virus qui sont transmis par des moustiques, comme le virus chikungunya ou le virus Zika, qui sont des virus que l'on connaissait, mais qui ont ce qu'on appelle réémergé. On peut également mentionner l'épidémie à virus Ebola, en Afrique de l'Ouest, qui a été d'une ampleur sans précédent, et de façon beaucoup plus récente, l'épidémie de variole du singe. Là encore, c'était une réémergence. Alors, les facteurs, en fait, qui vont déterminer l'ampleur, d'une part, et l'impact des épidémies. L'ampleur, elle va être très largement déterminée par la fréquence des contacts entre les individus entre lesquels la transmission va se faire, sachant que l'émergence, elle vient très souvent des animaux. Et de ce point de vue-là, tous les changements d'écosystèmes vont constituer des facteurs de risque de nouvelles émergences. Et donc la déforestation,
est un facteur, puisqu'elle va mettre en contact des animaux domestiques qui eux-mêmes sont en contact avec l'homme, avec des animaux sauvages qui étaient normalement hébergés dans le milieu sauvage. Le réchauffement climatique qui peut changer l'habitat et la diffusion, par exemple, de moustiques vecteurs de certaines maladies. Et on craint aujourd'hui qu'avec avec le réchauffement climatique et le fait que certains moustiques vecteurs d'un virus comme le virus de la dengue, qui est un virus qui circule de façon très active dans les régions tropicales et subtropicales, puissent effectivement démarrer chez nous. Le deuxième facteur très important en termes d'impact d'une épidémie et a fortiori d'une pandémie, c'est le niveau de l'immunité dans la population. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Covid-19 a eu un tel impact, c'est que l'ensemble de la population mondiale était totalement naïve vis-à-vis de ce virus. Personne n'avait la moindre immunité. Et la diminution de l'immunité peut faire redémarrer des épidémies. Et je pense par exemple à la rougeole, qui reste un problème majeur, qui tue des enfants tous les jours, notamment dans les pays plus pauvres et moins développés. Mais dans nos pays, on n'est pas à l'abri de résurgence d'épidémies de rougeole du fait d'une baisse de l'immunité collective et donc une baisse de cette immunité collective liée à une vaccination insuffisante. Donc, toutes ces épidémies et ces émergences, c'est vraiment quelque chose qui est multifactoriel. La globalisation et l'intensification des échanges via les transports aériens notamment, mais également les échanges d'animaux sont un des facteurs. Et si je reviens sur les épisodes de grippe aviaire à virus H5N1 en 2006, où la France a également été touchée, on sait que la diffusion avait démarré par des échanges commerciaux de poussins, notamment sortis d'Afrique. Et on peut faire un parallèle, mais avec une cause qui est un peu différente, avec l'épidémie, l'épizootie mondiale qui est à l'heure actuelle en cours, liée au virus de grippe aviaire H5N1, qui touche particulièrement la France et l'Europe, mais qui a également diffusé, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau, sur le continent américain, et que l'on attribue en partie, en tout cas, à la problématique de modification des migrations des oiseaux sauvages qui véhiculent ce virus et qui, de ce fait, n'ont plus les mêmes saisonnalités migratoires. Et ce que l'on peut dire pour conclure, c'est que malheureusement, on est certain qu'on aura d'autres épidémies d'ampleur avec une diffusion mondiale et donc d'autres pandémies. Ces trois piliers qui sont un peu basiques, hein, la santé, l'alimentation et l'énergie, c'est un peu les fondements et les bases de tout ce qu'on fait par ailleurs. Et je vais me tourner vers Dominique, puisque tout ce qu'on fait par ailleurs, c'est quoi? C'est nos relations sociales quelque part. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux au niveau global? Oui, enfin, je vais parler de démocratie d'abord, parce que c'est la manière dont nous nous organisons. Et je vais partir d'une définition. Alors, je vais prendre une définition très large. Hein. Ce qu'on peut appeler démocratie, c'est lorsque les individus qui constituent un groupe peuvent peser sur les destinées de ce groupe. Et ça suppose deux choses. Ça suppose des institutions, on va y revenir, des règles, hein, règles d'accès au pouvoir, jusqu'où je peux l'exercer, comment je peux l'exercer, etc. d'un côté, et un contexte de l'autre. Et en fait, les règles exigent une certaine forme de contexte. Alors, sur le plan du contexte, il y a des choses qui sont très claires. Si vous avez une démocratie et si les gens peuvent peser sur le devenir de leur groupe, ça veut dire que quand même, ils ont une certaine forme d'éducation. Ils peuvent lire, etc. Donc, ça fait partie, effectivement, d'un contexte premier. Mais l'éducation, c'est pas suffisant. Quand vous allez, surtout si le groupe est un peu large, étendu géographiquement, eh bien, ce que vous allez vivre autour de vous, ça vous dira rien sur le devenir du groupe.
vous allez avoir besoin de médias, de moyens d'information beaucoup plus larges qui vont vous parler de l'état du monde, de l'état du groupe dans lequel vous êtes, surtout encore une fois si c'est un groupe géographiquement étendu. Et donc pour qu'il y ait une démocratie, il faut, si vous voulez, qu'on puisse s'entendre sur la factualité des événements. Et ensuite, effectivement, vous pouvez après, une fois qu'on s'est entendu sur la factualité des événements, on peut les interpréter de façon différente et on va pouvoir exprimer une opinion qui peut diverger. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui marche très mal. Parce que vous avez un système extrêmement fragmenté de l'information. Imaginez que nous soyons, enfin, que l'on vive un événement analogue à celui qu'on a vécu à Prague au printemps 68. Imaginez qu'il y a des chars russes qui rentrent à Prague. Aujourd'hui, je vous parle pas de l'Ukraine, je fais exprès pour prendre un exemple plus lointain. Vous verriez sur les réseaux sociaux, c'est pas des chars, ils sont pas russes, ils sont pas rentrés à Prague, c'était pas des Russes qui étaient dedans, les canons étaient russes. Enfin, ça va se fragmenter à l'infini, et à partir de là, vous ne pouvez plus discuter. Ça devient impossible. Et en fait, si vous regardez la manière dont fonctionne le système d'information aujourd'hui, autrefois, alors ça veut pas dire que je suis un nostalgique de l'RTF, mais autrefois, vous aviez, en gros, avec les radios et la télévision, une source assez unique et globale, et on pouvait approfondir, élaborer des interprétations plus fines avec la presse écrite, avec les revues, avec les livres, etc. Aujourd'hui, ça fonctionne plus du tout comme ça. Vous avez plus du tout une source dominante. Vous avez d'emblée un paysage fragmenté. Beaucoup de gens vont s'informer sur les réseaux sociaux, sur des informations qui accèdent sans aucun contrôle, sans qu'on puisse dire comment et pourquoi elles sont là, est-ce qu'elles sont fiables, d'où elles viennent, etc. Et surtout, elles partent dans tous les sens. Elles partent dans tous les sens. Alors, on a vu ça avec la Covid. On a entendu tout et son contraire. Les réseaux sociaux se sont déchaînés. Et puis, je vais simplement prendre un exemple parmi d'autres. Mais vous prenez par exemple la question des platistes, c'est-à-dire des gens qui pensent que la Terre est plate. Eh bien, en France et de manière générale en Europe de l'Ouest, c'est 9% de la population. Si vous allez du côté des États-Unis, c'est 16%. Donc, cette fragmentation induit, si vous voulez, une perte de confiance généralisée. Pour que vous soyez platiste, il faut quand même que vous pensiez que vos parents vous mentent, vos instituteurs, institutrices vous ont menti, vos professeurs vous ont menti, les institutions vous mentent, l'Académie des sciences vous ment, les médias mainstream, etc. vous mentent. Voilà. Donc, effectivement, voilà si vous voulez, un point de contexte qui est très important, qui est la façon dont l'information arrive à une société. Si c'est totalement fragmenté, ça devient difficile. Autre élément qui n'est pas simplement un élément de contexte, parce que c'est vraiment un des objectifs d'une démocratie. En tout cas, c'est comme ça qu'on les a pensés à partir du moment que la démocratie représentative s'est forgée. Et ça s'est vraiment, disons, fixé institutionnellement à peu près partout en Europe, aux USA, vers la fin du 19e siècle. Mais c'est pensé par exemple par Hegel dès le début du 19e. Une des fonctions essentielles de la démocratie, c'est de faire qu'une société n'implose pas. Et pour qu'une société n'implose pas, il faut faire que les écarts de richesse n'explosent pas. Or, il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que les écarts de richesse explosent. On assiste même à un phénomène de séparatisme des plus riches. Si vous allez voir un petit copain d'Elon Musk, qui, comme vous le savez, est un grand démocrate, Peter Thiel, alors c'est le fondateur de PayPal, je crois, et lui dit exactement la démocratie, c'est has-been, il faut partir ça. Et en fait, c'est lui qui est en train de créer des îles artificielles pour y faire s'y réfugier les plus riches. Évidemment, un des soucis qu'il a, c'est OK, on s'est réfugiés, mais il faut quand même des gens pour nous servir. Et si les gens qui nous servent se révoltent, c'est très gênant. Alors je vous dis tout de suite que sur ces îles, vous n'avez pas de fiscalité, vous avez des polices privées, etc. Vous n'avez pas d'impôts, bon voilà. Et donc voilà, il faut trouver un moyen pour pouvoir tuer les gens qui vous servent
s'ils se révoltent. Et puis s'ils réussissent quand même à se révolter en n'étant pas tous tués, il faut au moins s'assurer que s'ils vous ont tué, il n'y ait plus aucune nourriture pour eux à l'avenir. Donc voilà, vous avez là une expression, si vous voulez, d'un séparatisme total. Donc quand je vous dis qu'une démocratie, ça suppose un contexte dans lequel on va tout faire pour que la société n'impose pas, là vous avez une sorte d'implosion qui est pensée comme telle. Et de manière plus générale, si vous voulez, le contexte le plus global que l'on a su, c'est plus qu'un contexte, c'est même en fait, si vous voulez, le consensus en creux sur lequel nos démocraties se sont construites à la fin du 19e siècle. Si vous voulez qu'il y ait une alternance droite-gauche, effectivement, il faut que les objectifs généraux de la société, ces grandes orientations, ne soient pas complètement incompatibles. Et effectivement, il y a un consensus en creux qui se crée à la fin du 19e siècle. Le premier point de consensus, c'est que la société est destinée à maximiser la production de richesse. Et n'oubliez pas qu'à l'arrière-plan, bien vous avez des générations, on a pu avoir faim, etc. On devait s'arracher à la vallée des larmes, pour reprendre une expression biblique, mais en tout cas à l'indigence et à la pauvreté. Et puis ça, c'est le premier point de consensus. Et deuxième point de consensus, ok, on doit maximiser la création de richesse, mais on doit la redistribuer. On doit la redistribuer. Et pour chacun des cas, vous aviez une orientation gauche, une orientation droite. Pour maximiser la création de richesse, côté gauche, c'était plutôt en rationalisant la production. Ça pouvait aller jusqu'au fantasme d'une appropriation collective des moyens de production. Et puis, du côté droite, bien, vous étiez plutôt vers la libération, si vous voulez, de l'initiative des entreprises, c'est-à-dire laisser des règles économiques les plus ouvertes possibles. Et de même, sur la redistribution, vous avez deux manières de façon vraiment très opposée de voir. Dans un cas, vous plaidiez pour une redistribution arithmétique, égalitaire de la richesse, c'était plutôt le côté gauche, et côté droite, c'était plutôt une redistribution géométrique, au prorata des mérites des uns et des autres. Et en fait, c'est le fondement de la société, ça vous permet une constitution, et ça vous permet une alternance politique, parce qu'effectivement, les buts généraux ne sont pas complètement orthogonaux, mais c'est les moyens de les atteindre qui vont changer. Il ne vous a pas échappé que ce contexte-là est aussi complètement défaillant aujourd'hui. Maximiser la production de richesse, c'est une absurdité écologique. Ce qui détruit l'habitabilité de cette planète, ce sont nos flux de matière et nos flux d'énergie. C'est ce qui est matériel. Et si vous prenez par exemple la mesure de la responsabilité en termes d'émissions de gaz à effet de serre, les 10% les plus riches, c'est entre 37 et 45% des émissions, et les 50% les plus pauvres, c'est entre 12 et 15% des émissions mondiales. Et comme l'énergie primaire reste à 80% les fossiles, quand vous mesurez les émissions de CO2, vous avez mesuré les écarts dans l'utilisation de l'énergie. Et donc là, vous voyez, c'est pareil. Sur un plan strictement écologique, si vous voulez réduire nos problèmes, et si vous supprimez les 50% les plus pauvres, le rêve d'un Peter Thiel, d'ailleurs son rêve est sans doute plus ambitieux, mais vous avez rien changé à la donne écologique. Si vous supprimez les 10%, évidemment, on en fait partie, je dis tout de suite que c'est pas mon intention, là oui, vous allez résoudre beaucoup plus rapidement le problème. Ça veut simplement dire une chose, c'est que effectivement, les écarts de richesse ne devrait plus être, si vous voulez, la chose sur laquelle on peut s'organiser de manière polaire, mais si vous voulez revenir vers une société qui est supportée par les écosystèmes qui la portent, eh bien effectivement, il faut réduire les écarts de richesse matérielle, et pour arriver à une moyenne de richesse matérielle, je s'en suis désolé, mais vraiment nettement plus basse que la nôtre aujourd'hui. Donc vous voyez que ces deux éléments de contexte, eh bien, aussi, ils empêchent la démocratie de tourner rond. Et vous avez remarqué qu'elle tourne pas rond du tout. Elle tourne pas rond du tout. Alors, les choses sont complexes. Dieu merci, il y a des résistances, et on les a vues récemment avec les élections de midterm aux États-Unis. C'est pas le camp Trump qui l'a emporté comme c'était attendu. On l'a vu avec Bolsonaro, il n'a pas été réélu. C'est Lula qui était réélu. On le voit en Iran. On a vu des manifestations en Chine où pour la première fois depuis Tiananmen, on voyait émerger une revendication démocratique. Donc attention, la démocratie, l'aspiration démocratique n'est pas morte.
Mais en revanche, les pays anciennement démocratiques ont tous des démocraties malades. Imaginez que Trump soit réélu, c'est quasi improbable aujourd'hui, mais vous voyez ce que ça signifierait. D'ailleurs, il le dit lui-même, il faut abandonner la Constitution des États-Unis. Ça a le bénéfice de la clarté. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie, vous avez vu ce qui s'est passé en Suède. Très étonnant que cette chose-là se soit passée en Suède, que vous ayez une association entre l'extrême droite et une partie de la droite classique pour prendre le pouvoir. Mais si vous voyez un pays comme la France, on a quand même des forces très à droite qui gagnent et qui gagnent une grande partie de l'opinion. Petite anecdote, une amie italienne retourne dans son village natal et elle revoit des gens qu'elle n'avait pas vus depuis 20 ans et l'un lui dit écoutez, moi j'ai envie de faire la peau aux réfugiés, l'autre lui dit, alors ça c'est l'horreur de l'horreur, au moins quand on s'en prenait aux juifs ils avaient de l'argent, vous imaginez. Et donc ça c'est 20 ans de corruption des esprits. Je suis désolé, cette corruption des esprits, elle est à l'œuvre aujourd'hui. Pour qu'un type comme Zemmour ait pu atteindre plus de 15% à un moment donné dans les sondages, c'est bien qu'on est confronté à une dynamique de dérapage moral, de repère des gens. Et donc, ce que je vous dis vous permet de comprendre déjà qu'effectivement, en aucun cas, une démocratie, ça ne se réduit à l'élection. L'élection est quelque chose de très important. Mais si vous avez une élection sans, par exemple, des droits fondamentaux, sans les droits humains, ça voudrait dire que la majorité peut tyranniser la minorité. Ce n'est pas une démocratie. Pour qu'il y ait de démocratie, il faut qu'il y ait des droits fondamentaux. Il faut qu'il y ait un état de droit. Et il faut que toute personne qui accède à une parcelle de pouvoir y ait été investie par le souverain. Donc voilà, on en est dans cette période très délicate où on voit que l'aspiration démocratique reste, mais là où elle était installée depuis la fin du XIXe siècle, elle est quasiment partout éminemment fragilisée. Vous avez vu, ça ne vous a pas échappé, il y a 2 jours, il y a un complot en Allemagne qui a été déjoué, et avec si vous voulez, un nombre de complotistes important, et une partie seulement, un segment des forces spéciales était lié au complot. Donc voilà, si vous voulez, la situation dans laquelle on est. Alors ensuite, évidemment, cette situation, vous l'avez entendu avec les exposés qui précèdent, eh bien, le contexte aussi de façon générale, le contexte matériel aujourd'hui, est un contexte qui va se crisper, se détériorer. Je finirai là-dessus. Je tiens à chaque fois à prévenir les gens de ce que c'est, parce qu'en général, on ne sait pas. Ça fait peu de temps, c'est le dernier rapport du GIEC, le 6e rapport, où on parle de la chaleur humide. Et si je vous donne simplement ça, si vous prenez le scénario 2.5, c'est-à-dire celui dans lequel on serait si les États se conformaient aux engagements qu'ils ont contractés au moment de la COP ou après la COP, et donc ce scénario-là, donc 2,5 degrés si vous voulez vers la fin du siècle, bon, on les aura avant, mais peu importe. Eh bien, vous regardez ce que ça donne en chaleur humide, c'est-à-dire en seuil. Alors il y a un index particulier, c'est 41 degrés, mais c'est pas 41 Celsius. C'est un jeu entre les degrés Celsius et le taux d'humidité, parce qu'en tant que machine corporelle, on régule notre température interne par l'évaporation de notre transpiration. Vous avez tous remarqué que si vous êtes à l'ombre sous un arbre, c'est frais. Si vous êtes à l'ombre sous un parasol, non, c'est aussi chaud que pratiquement si vous étiez à côté. Ou si vous entourez une gourde d'un chiffon bouillé dans le désert, avec l'évaporation, elle va devenir vraiment fraîche. Et donc, quand vous avez un taux d'humidité qui atteint, il dépasse, il peut aller jusqu'à 100%, jusqu'à une atmosphère saturée d'humidité, eh bien la marge que vous avez est très très faible. Et ce que ça donne, c'est que, au moins dans un premier temps, le temps que vous pouvez passer à l'extérieur, et tout particulièrement en vous adonnant à des activités physiques, est un temps qui est limité. Eh bien, si vous regardez ce que donne ce scénario, vous regardez le chapitre 12 de la partie physique du rapport 6, la partie du groupe 1, eh bien, vous auriez à ce degré de température entre 10 et 20 jours de la Floride jusqu'au nord de la Méditerranée, mais quand vous basculez vers le sud de la Méditerranée jusqu'en Australie, eh bien, vous allez vous situer en général entre 60 et pratiquement jusqu'à 200 jours. 200 jours de chaleur humide, je ne pense pas que de manière générale, on puisse y vivre.
Le golfe Persique connaît pour le moment à peu près l'été où vous avez une chaleur humide. Ça vous a donné les 5 à 6 000 morts sur les chantiers du Qatar. Mais là, si vous imaginez que vous avez un nombre de jours qui couvre les 2 tiers de l'année, ça signifie pas seulement que c'est inhabitable quand vous avez des activités physiques en extériorité, mais ça peut être absolument inhabitable. Et quand vous regardez ce qui vous est dit, les projections que vous avez dans le chapitre, vous voyez qu'effectivement, à ce degré de scénario, et c'est qu'un aspect de le fait que la Terre en général pourrait, dans de larges parties, et là il faudrait faire la comparaison avec les 22% de sol cultivable, devient à peu de choses près inhabitable. Et je ne pointe que la question de la chaleur humide. Qu'est-ce qu'une démocratie avec un tel contexte? Je vous laisse le soin d'y répondre. Bon, je pense que le mot bouleversement dans l'intitulé de la conférence est pleinement clair maintenant. Bon, donc on a des enjeux. Laurent Testaux, spécialiste en histoire. L'histoire, on a déjà connu des moments apparents, en tout cas pour les débutants en histoire comme nous, de moments complexes. Tu peux puiser dans l'histoire des leçons qui pourraient nous aider à y voir plus clair? Alors, des leçons à la mesure de ce qui est dit dans les rapports du GIEC, si on ne cesse pas immédiatement nos émissions de gaz à effet de serre, non. Mais des récits d'inspiration, oui. Je vais plutôt parler de la question des récits en histoire. Et dans une première partie, je vais parler de 2 récits qui offrent des parallèles frappants avec notre époque, qui sont ceux de l'Antiquité romaine tardive et du Japon des temps modernes. Et dans un deuxième temps, je soulignerai que ces récits sont des armes à double tranchant qui permettent de revenir sur les questions qui ont été abordées antérieurement. Alors, le premier récit, je vais partir de la Rome antique. Depuis les travaux de Kyle Harper, c'est un historien qui a souligné qu'en fait, Rome, l'Empire romain, a bénéficié d'un optimum climatique qui lui a permis de produire beaucoup de ressources agricoles et a construit une société extrêmement inégalitaire. Mais en même temps, cet optimum climatique, ils avaient un peu moins d'un petit degré de plus que les températures de référence, c'est-à-dire qu'ils connaissaient les températures qu'on avait aux alentours de 1990-2000, sauf que c'était stable. Nous, on est en train de monter très très vite. Pour les Romains, ça a duré 2 petits siècles. Ça leur a donné un climat quasi tropical sur la Méditerranée qui a permis une grosse production alimentaire. À titre d'exemple, Rome se nourrissait exclusivement ou presque des céréales produites en Afrique du Nord, Tunisie, Égypte, etc. C'était les greniers à blé de l'Empire. Et c'était un système qui était extrêmement inégalitaire, mais qui permettait de soutenir une société extrêmement riche où une minorité détenait le pouvoir politique et foncier et faisait venir du blé par des navettes de bateaux colossales pour nourrir leur clientèle, les citoyens qui ne devaient pas travailler et qui se nourrissaient ainsi gratuitement aux frais de l'État. Alors tout ça n'a pas tenu le choc face d'abord aux épidémies, plusieurs vagues d'épidémies qui ont été dramatiques, peste antonine, peste de Cyprien. Alors on parle de peste, mais il s'agissait probablement de variole et de maladies de type Ebola pour la peste dite de Cyprien. Et enfin la vraie peste, celle de Justinien, qui frappe au 5e siècle alors que le climat est en train de se refroidir très fortement. Et les deux ont fait un effet cliqué sur la population. Un tiers, peut-être, ou peut-être même la moitié de la population du bassin méditerranéen est emportée, et Rome vacille littéralement sur ses bases, alors même que le climat se refroidit très fortement suite à des explosions volcaniques. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les difficultés ont commencé dès le IIIe siècle, et progressivement a émergé une nouvelle religion, le christianisme. Et si on relit les travaux de Peter Brown, cette religion promettait qu'un riche ne pouvait pas rentrer au paradis. Il était plus difficile à un riche d'entrer au paradis qu'un chameau, plutôt un dromadaire, de passer par le chat d'une aiguille. Et donc, en gros, l'idée était de redistribuer les richesses. Et une nouvelle religion a ainsi rempli ce besoin de transition. D'accompagner une transition qui était imposée par les éléments, par le cadre environnemental, etc. Donc c'est un récit intéressant, c'est-à-dire qu'on a fini par faire tolérer c'est peut-être un grand mot, mais donner aux gens le cadre conceptuel pour leur permettre de vivre
ce moment difficile. Le triomphe du christianisme est en partie lié à cette évolution environnementale. Deuxième exemple qu'on peut donner, c'est celui du Japon prémoderne. Quand les premiers Européens débarquent au Japon et amènent les armes à feu, les Japonais sont en guerre depuis 1 siècle et demi, guerre civile interminable. Les premiers à s'emparer des armes à feu les imitent et très rapidement, les Japonais deviennent les meilleurs armuriers du monde. Ils surpassent rapidement l'Europe en termes d'organisation militaire et finissent par construire une armée puissante qui leur permet d'unifier le Japon et même d'envisager un temps d'envahir la Chine. Ils ne le font pas. Ils décident finalement de fermer leurs frontières, de se replier sur eux-mêmes. Et c'est le temps de la période Tokugawa. Et c'est un moment unique dans l'histoire mondiale. Vous avez 2 siècles et demi de paix dans un endroit du monde où il n'y a pas de conflit. Simplement une dictature militaire qui sait faire face aux imprévus climatiques, qui sait prendre des mesures que l'on peut considérer comme très modernes. Elle invente la foresterie moderne à peu près au même moment que les Européens, les Allemands et les Français notamment, pour préserver ses ressources en sol, ses ressources agraires. Elle résout des problèmes mathématiques. On pense souvent que les Européens ont résolu un certain nombre de problèmes mathématiques fondamentaux pendant les Lumières, au XVIIe, XVIIIe siècle. Les Japonais les ont résolus souvent avant, simplement parce que l'idée du pouvoir japonais, c'était que l'élite, de la même façon qu'à Rome, ne travaillait pas, mais en revanche ne s'occupait pas du tout de politique. Et donc on avait ce qu'on appelait les problèmes devant le temple. C'était des défis que se lançaient de riches dilettantes qui suspendaient des tablettes devant le temple de problèmes mathématiques et qui se proposaient de résoudre. Et un certain nombre de formules mathématiques cruciales ont été ainsi résolues dans l'anonymat le plus complet par ces dilettantes japonais qui ne s'occupaient pas de politique mais se préoccupaient en fait d'une forme de science très particulière, purement pour le plaisir de la recherche intellectuelle. Donc voilà, je donne 2 trajectoires et maintenant je voudrais insister sur, au-delà des analogies, les différences que l'on peut dire par rapport à l'histoire. Alors d'abord, l'histoire ne se répète pas. Aujourd'hui, nous entrons dans l'inconnu, tout simplement parce que nous sommes dans une société qui ne ressemble pas à celle du passé. Nous sommes en démocratie, ce que n'était ni Rome ni le Japon. Quand je dis que ce sont des armes à double tranchant, c'est qu'on peut toujours dire aussi que Rome, face à un bouleversement climatique, a su accompagner cette transition en ayant des récits religieux. Est-ce forcément un bien ? Quand on pense par exemple au lynchage de la grande philosophe Hypatie à Alexandrie, simplement parce qu'elle s'opposait à la façon de voir le monde des chrétiens. Est-ce qu'on a forcément envie de voir certaines formes d'intégrisme se répandre sur Terre, favorisées par les troubles qui accompagneront le réchauffement climatique. Je pense d'ores et déjà à certaines formes de christianisme, notamment évangélique, ou à certaines formes d'islam militant qui convertissent beaucoup parmi les damnés de la terre aujourd'hui. Est-ce qu'on a envie, par rapport au modèle japonais, de plonger dans un régime totalement autoritaire qui régule les rapports sociétaux par le monopole de la violence. La dictature n'est pas forcément le bon moyen. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que l'histoire occidentale a abouti à un mélange assez inédit. La démocratie est probablement née de l'autonomie énergétique que nous conféraient les carburants fossiles. C'est du moins la thèse de certains historiens. Et cela oblige à réfléchir, si nous voulons conserver cette démocratie, comment le fait-on dans un contexte où nous devrons réduire notre volume, notre densité énergétique, notre consommation énergétique. Pour terminer, je voudrais insister sur plusieurs points de la façon de construire des récits. D'abord, donc, rappeler qu'une narration doit être cohérente. Trop souvent, on entend des gens référer à des histoires que tout le monde est supposé connaître sur Rome, sur le Japon, sur la Renaissance ou sur d'autres récits, sans avoir trop pris la peine de lire les travaux historiques sur la question, de se rendre compte de la complexité
des situations que vivaient les gens. Ce n'est pas pour rien que pour Rome, j'ai évoqué les travaux de Kyle Harper ou de Peter Brown. Quand on veut s'inspirer de Rome, il est utile de lire les travaux des historiens sur la question. Je rappelle enfin qu'un récit est surtout une construction collective et partagée. C'est un fantasme beaucoup d'écoles de commerce que de penser qu'on construit un récit et qu'à lui tout seul, il va changer le monde de manière autonome. Ça fonctionne pour provoquer des impulsions d'achat comme acheter un SUV sur un clip publicitaire, mais ça ne fonctionne pas pour changer le monde. Si vous voulez changer le monde, il faut lancer un récit et puis le voir se transformer, accepter de voir les gens s'en emparer, le changer et faire des choses qui sont complètement imprévues avec. Je ne pense pas que Jésus, de son temps, ait prévu que le récit qu'il destinait à la communauté juive allait connaître un tel sort, passer par les mains de Paul, qu'il adapterait à la communauté des non-juifs, et puis après Saint-Augustin et tant d'autres, qui en feraient autre chose, jusqu'à Constantin, qui l'adapterait aux politiques, et ainsi de suite. Donc un récit a une évolution imprévisible, c'est aussi pour ça que c'est une arme à double tranchant. Et je terminerai sur un dernier récit, un qui marche formidablement, mais qu'il va falloir tuer, c'est celui du capitalisme. Les grandes religions promettaient le paradis, non pas sur terre, mais au ciel, si vous vous comportez bien pendant votre vie, c'est-à-dire si vous ne vous révoltiez pas contre votre sort. Le capitalisme a eu la particularité de promettre le paradis ici et maintenant, que tout le monde pourrait manger à sa faim, qu'il y aurait plus de richesses sur terre, et c'est vrai dans l'absolu. Il n'y a jamais eu si peu de pauvres sur terre. Simplement, le capitalisme est en train de tuer la planète. Et c'est pour ça qu'il va falloir substituer de nouveaux récits. Je ne sais pas comment on peut le faire à l'échelle planétaire. Je suppose, j'espère, et je le vois aussi à l'œuvre parfois, dans des expériences locales, on peut y arriver, peut-être, probablement. Et c'est pour ça qu'on va écouter avec intérêt ce qui va se dire à la seconde partie. Et la deuxième partie est justement sur ce qu'on maîtrise en fait. Ce qu'on maîtrise, c'est le local, parce que tout ce que vous nous avez présenté est d'un point de vue global, et les gens qui nous regardent ou les gens qui sont dans la salle n'ont pas d'influence directe sur le niveau global. Alors on y reviendra peut-être, chacun va s'exprimer, même format que tout à l'heure. Donc je donne la parole à Sylvie van der Werf. Si on veut avoir un impact au niveau local sur les épidémies, j'ai envie de dire, si on est très très terre à terre, c'est en gros vaccinez-vous, respectez les gestes barrières, prenez soin de vous et des plus fragiles. Après, ça passe aussi, comme je l'ai dit, compte tenu du fait que les nouvelles maladies ou les maladies déjà connues peuvent venir de notre environnement immédiat, des animaux domestiques ou sauvages, et donc limiter les contacts et les risques potentiels à ce niveau-là, ça peut être une action. Maintenant, comme il s'agit d'un sujet quand même très global, je voudrais juste rappeler deux, trois choses. Premièrement, que les progrès de la science ont amélioré notre santé de façon extrêmement spectaculaire, en tout cas dans les pays développés aujourd'hui. On vit beaucoup plus longtemps. Après, la question est de savoir est-ce qu'on vit effectivement en bonne santé aussi longtemps que l'espérance de vie qu'on veut bien nous nous indiquer. Et le deuxième élément, c'est que les risques, ils sont clairement pas uniquement locaux, mais ils sont beaucoup plus ailleurs. Notamment, j'ai cité un certain nombre de virus qui sont sortis d'Afrique. On pourrait donner des exemples de virus qui sont sortis d'Asie. Le SARS-CoV-2 en est un, mais pas uniquement, ou d'autres virus dont on sait qu'ils ont émergé et potentiellement pourraient être des bombes pour demain en Amérique du Sud. Donc, dans notre propre intérêt, si on est égoïste, mais bon, moi personnellement, je crois beaucoup à la science. Je crois que les progrès sont vraiment fulgurants et que donc à notre niveau, favoriser tout ce qui est la recherche et la progression de la science, qui, si bien appliquée, pourra apporter des solutions. Et
pour ce qui est de croire à la science, la faire évoluer, ça suppose qu'on ait un autre pilier auquel on s'attache, c'est l'éducation. J'ai envie de dire que là, c'est mon côté enseignant, je suis professeur à l'université. Donc, à notre niveau, au niveau local, si on fait tout ce qu'il faut pour l'éducation, la recherche, la science, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas. Merci Sylvie pour votre exposé. Je redonne tout de suite la parole à Dominique Bourg qui a peu de temps devant lui, mais... Oui, juste avant de partir, quelques mots. Je vais vous donner un exemple qui est très concret, que vous connaissez d'ailleurs peut-être, mais en même temps qui a des implications assez profondes. C'est un exemple de commun, et c'est un exemple de commun associé au fait de donner un droit à la nature. Ce qui, pour nous, était absurde depuis la modernité, hein, puisque la nature, c'est un agrégat de molécules, seuls les êtres humains peuvent avoir des droits, ça donne des droits subjectifs, etc. Et dans le monde entier, on revient aujourd'hui à des droits de la nature. Là, c'est un exemple qui se passe en Espagne et qui a donné lieu à un vote à l'équivalent du Parlement, c'est-à-dire notre Assemblée du Sénat pour la France. Et donc, effectivement, ça concerne une lagune en Espagne, la lagune de Mar Menor, qui est dans un très mauvais état. Elle est sur le point de mourir. Et en fait, les droits de la nature, c'est pas quelque chose d'abstrait. Ça consiste pas à reconnaître simplement abstraitement une personnalité juridique. C'est, en fait, quand on les comprend bien, c'est organiser un commun. Et c'est effectivement ce qui s'est fait là, c'est-à-dire que l'ensemble des riverains autour de cette lagune sont devenus des gardiens de la lagune. Aussi bien les pêcheurs, les agriculteurs qui jusqu'alors la détruisaient, que les autres, y compris les écolos qui voulaient la conserver, etc. Et en fait, ils sont en charge désormais de l'état de la lagune. Et à ce dispositif est accolé un autre dispositif qui est justement, on a parlé de science avant, qui est un monitoring permanent de l'état de la lagune, de l'état sanitaire, de l'état de santé, si vous voulez, de la lagune. Et en fait, on peut donc observer et sanctionner dans quelle mesure ces nouveaux gardiens de la lagune vont améliorer ou non sa santé. Et effectivement, si c'est pas le cas, eh bien, la lagune ayant une personnalité juridique peut porter plainte contre ses gardiens parce qu'ils ne font pas correctement leur boulot. Alors, ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, vous avez une organisation démocratique très locale, avec une espèce de surplomb qui est l'observation, une sorte de juge de paix, qui permet de juger si on se comporte correctement ou pas. Et puis surtout, chacun devient acteur, même ceux qui étaient jusqu'alors destructeurs. C'est une façon de faire rejouer les intérêts d'une façon différente. On va voir dans les années qui viennent si ça marche, mais c'est vraiment un exemple intéressant. Et alors, c'est d'autant plus intéressant, si vous voulez, c'est que philosophiquement, ça va très loin. Donner des droits à une lagune, la considérer comme une personnalité juridique dotée d'un intérêt qui mérite d'être défendu, c'est totalement au rebours de toute la construction philosophique qui est la nôtre, si vous voulez, de Descartes, en gros, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, à la fois, vous avez un côté très pratique, inscrit dans le droit, et en même temps, à l'arrière-plan, vous avez déjà, c'est une espèce de, d'horizon de civilisation qui est très différent. Ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire de façon très locale et qui est très innovant. Alors, je suis désolé si vous allez critiquer cet exemple, je ne serai pas là pour le défendre, mais je vais transformer mes petits camarades en gardiens de la lagune de Mar Menor. Et désolé, bonne soirée à tout le monde. Merci Dominique. Je donne la parole à Cyril pour nous reparler de ce qu'on peut faire localement sur nos sols. Bon, comme vous l'avez compris, j'ai vraiment une sensibilité particulière sur les sols. Il se trouve qu'au début des années 90, j'étais déjà sur un programme qui s'appelait Global Change. Donc on mesurait déjà le changement climatique dans différents territoires du monde. Et donc j'ai très vite réalisé qu'il y avait un vrai sujet là-dessus. Donc je suis resté un peu aussi calé sur finalement ce qui illustre bien la soirée de ce soir et qui était le mot un peu du sommet de Rio en 92,
penser global, agir local. Bon, peut-être qu'on peut rediscuter, je dirais, ce type d'engagement, mais en tout cas, moi, ça m'a servi. Et donc, je me suis engagé sur le territoire pour essayer d'attirer l'attention sur les sols fertiles. Voilà, parce qu'on a la chance d'être en région parisienne, et notamment ici, par exemple, sur le plateau de Saclay, hein, ou sa prolongation vers le plateau de Limours, et puis également au nord de Paris, ou encore à l'est, hein, sur des sols très fertiles. Donc moi, j'ai embrassé la cause des sols du plateau de Saclay, parce que bien sûr, vous le savez, en région parisienne, il y a toujours la question de l'expansion urbaine. Oui, il y a besoin de logements, mais je veux dire, il y a aussi toutes les zones d'activité, avec les supermarchés, les grandes surfaces, etc., qui consomment énormément d'espace. Voilà. Et puis, il y a des projets très ambitieux, je dirais, qui consomment quand même des centaines d'hectares. Et donc, ce qu'on a trouvé avec quelques-uns au début des années 2000 pour agir localement, c'est la création d'une AMAP, c'est-à-dire une association de maintien de l'agriculture paysanne, pour mettre en relation en fait des consommateurs avec des agriculteurs et sensibiliser les populations au fait que conserver des terres agricoles localement, c'est aussi pouvoir se nourrir localement. Et donc en 2003, quand on a créé cette AMAP sur le plateau de Saclay, on était déjà dans un groupe où on disait, vous vous rendez compte, le prix du pétrole, ça ne peut pas durer. Un jour, forcément, il y aura moins de pétrole, donc le prix du pétrole augmentera et les coûts énergétiques augmenteront, et donc le transport des denrées alimentaires ne sera plus aussi facile qu'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, sur les légumes, par exemple, je crois que c'est un trajet moyen de 600 km, hein, pour les Parisiens. Et pour les fruits, c'est un trajet moyen de 800 km pour les fruits. Hein, pour vous donner une idée des moyennes qui permettent d'approvisionner les Parisiens, la métropole, pour ce qu'ils n'ont pas chez eux. Donc je vous rappelle, pour les légumes, c'est à peu près 90% de ce qu'ils mangent et qui n'est pas produit régionalement. Et pour les fruits, c'est à peu près 98%. On pourrait aussi donner l'exemple de la viande. Hein. Bien sûr, on ne produit pas beaucoup de viande en région parisienne. Donc, Paris, vous le savez, c'est à peu près 3 jours d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que s'il y a un gros souci sur les autoroutes, de blocage par les camions, etc., au bout de 3 jours, il n'y a plus grand-chose dans les rayons. Et bien sûr, comme c'est la panique générale, les rayons se vident encore plus vite que par le manque d'approvisionnement, quoi. Voilà. Donc, on a créé cette AMAP localement et sur cette dynamique en fait de sensibiliser aux besoins de conserver des terres agricoles fertiles, de conserver des agriculteurs, ce que je peux vous dire au bout de 20 ans, c'est que les choses se mettent en place progressivement, mais quand même, j'ai l'impression se mettent en place, c'est-à-dire que les AMAP se sont beaucoup développés. Nous, on était la 2e AMAP d'Île-de-France. Aujourd'hui, il y a à peu près 400 groupes en Île-de-France. Hein. Sur le secteur du plateau de Saclay, on arrive dans cette dynamique à voir des jeunes agriculteurs ou moins jeunes s'installer. Donc, il y a des installations d'agriculteurs sur des petits terrains. C'est pas des céréaliers. Aujourd'hui, les céréaliers du plateau de Saclay sont des exploitations autour de 200 hectares. Hein, mais pour installer un maraîcher, il faut 4 hectares. Hein. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et pour vous donner une illustration de la prise de conscience que je sens arriver, c'est que vous êtes, avec le plateau de Saclay, sur un territoire où aujourd'hui des élus créent des fermes municipales. C'est-à-dire qu'il y a des municipalités qui s'engagent pour acquérir un terrain, parfois même dans certaines communes comme à Magny-les-Hameaux. Ils ont pris un terrain qui était sur leur PLU à urbaniser et ils l'ont passé de à urbaniser à agricole. Donc faisant cela, vous imaginez qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Hein. Et ils ont installé, il y a environ 10 ans maintenant, 2 porteurs de projets. Aujourd'hui, sur le même terrain, il y en a 5. Donc en plus, ça marche. Il y a une ferme municipale qui est en train d'ouvrir au Loge-en-Josas, une qui ouvrira bientôt à Bièvre et une autre en précision à Palaiseau. Voilà. Donc, c'est quand même une dynamique. Après, sur le localisme, les locavores, etc., qui entrent complètement dans la réflexion du bilan carbone de chacun et de l'agriculture qu'on veut soutenir. Parce qu'il y a aussi cette question-là, par notre pouvoir d'achat, par notre acte d'achat alimentaire, on privilégie des circuits de production.
Certains sont bons pour la planète et d'autres sont beaucoup moins bons. Certains occasionnent du transport et d'autres occasionnent beaucoup moins de transport et donc le bilan carbone est bien meilleur. Donc par ce localisme, on a vu aussi arriver sur le territoire ce que vous connaissez peut-être qui s'appelle des épiceries participatives, c'est-à-dire des citoyens qui s'organisent pour rassembler sur un point de groupement des produits locaux et manger principalement des produits locaux avec même des compteurs de bilan carbone sur l'acheminement des produits, etc. Il y en a à peu près aujourd'hui. Donc c'est une dynamique qui s'est créée sur le plateau de Saclay dans la commune de Châteaufort en 2016. Il y en a aujourd'hui 7 sur le territoire, à Guyancourt, à Saint-Aubin, aux Loges-en-Josas, etc. Et il y en a à peu près maintenant une centaine en France sur le même modèle et sur le même logiciel. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer. Donc voilà, je terminerai sur ce message. Nos modes de consommation et nos modalités d'achat, avec une agriculture dont vous savez qu'elle est beaucoup également sous contrainte, mais également sous perfusion des aides agricoles, etc. C'est quelque chose qui nous reste encore en tant que citoyens pour essayer d'orienter une certaine vision de l'utilisation des terres, des sols et de l'agriculture dans nos territoires. Voilà. Merci Cyril. Je ferai juste un insert, parce que tu as parlé des consommateurs beaucoup. Je crois aussi que dans la MAP, dont je suis membre, il y a eu aussi des modifications de pratiques des agriculteurs et des choix d'agriculteurs qui ont été faits par la MAP pour orienter une forme d'agriculture. Il y a même eu des travaux universitaires là-dessus. En fait, il y a très clairement, quand des citoyens se mettent en relation avec des agriculteurs, via une AMAP ou via d'autres systèmes, hein, l'AMAP n'est pas le système unique, hein, eh bien, très nettement, il y a des travaux universitaires là-dessus, la thèse d'Aurélie Cardona notamment, que j'ai bien connue, qui montre que les agriculteurs qui ont une forme d'intelligence et aussi une demande par rapport à leur travail, par rapport à la demande qui est autour de chez eux, eh ben, réorientent leur activité. Et effectivement, sur le territoire, on a des agriculteurs qui ont pris des virages, par exemple, vers l'agriculture biologique, du fait de ces relations avec des consommateurs. Merci Cyril. Je vais donner la parole à Vincent, ton voisin de droite, qui va nous reparler d'énergie. Oui, alors je vais faire court, mais bon, voilà, si on continue sur l'hypothèse que j'ai proposée tout à l'heure, qui est effectivement des énergies dont on peut se servir et d'autres, en fait, on croit pouvoir s'en servir, mais c'est pas vraiment le cas. Une hypothèse dont il faudra discuter et approfondir et j'espère réfuter. Ça pose une question de territoire, que ce soit à l'échelle hyper locale, mettons un foyer avec ses panneaux photovoltaïques sur le toit, ou à l'échelle moins locale, mais ça reste quand même pas le monde entier comme l'Europe. Voilà, c'est une localité quelque part, l'Europe, qui souhaiterait se rendre moins dépendante des hydrocarbures d'une façon générale, ou la France, avec des énergies dites de substitution, centrales nucléaires, panneaux photovoltaïques, éoliennes. Benoît me parlait de la biomasse tout à l'heure. La biomasse, pour moi, je la laisse dans la catégorie des sources, parce qu'on peut puiser dedans tant qu'il y en a pour avoir un service. Eh bien, cette question de l'autonomie, donc de l'indépendance, de la souveraineté, tous ces termes étant à chacun à définir, mais on n'a pas le temps ici, mais c'est souvent d'autonomie dont on parle. On aimerait, pour des foyers ou des territoires, des communes, s'autonomiser. D'ailleurs, à mon sens, dans un grand héritage de la culture occidentale, où à partir du moment où un individu ou un petit groupe pense et qu'il travaille, il obtient un résultat, il se protège à son échelle et le reste on s'en fiche, ce qui est un mode cognitif très récent dans la construction à mon sens de l'esprit humain, très occidentalocentré, très typique de nos travers, de nos biais. Et je pense que ça, c'est déjà en soi, à mon sens, une erreur d'espérer s'autonomiser, même sur le plan alimentaire, puisqu'on sait que tout est interdépendant à plus forte raison que le climat vient nous montrer que quand il y a une sécheresse ici ou une inondation là, il vaut mieux ne pas être trop dépendant de son propre territoire, mais conserver des réseaux à très grande échelle, parce que parfois son propre territoire peut être impacté par un aléa. Voilà. Donc l'autonomie, c'est vraiment pour moi un fantasme déjà dans beaucoup de domaines. Je fais encore plus court, mais l'autonomie, c'était pas quelque chose que vivaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, même si on a parfois cet imaginaire-là.
Ils n'écrivaient pas leurs lois eux-mêmes, ils n'étaient pas autonomes, ils s'inséraient dans un contexte de contraintes, de paramètres extérieurs à leur bonne volonté, à leur désir, à leur besoin de se transmettre, de se perpétuer, de se nourrir, etc. Ils étaient contraints par des règles qui leur étaient extérieures et voilà, ils n'étaient pas autonomes, la nature leur imposait des choses. Donc l'autonomie, c'est vraiment un fantasme très moderne, très occidental qu'il faut débunker. Mais du coup, surtout sur l'énergie. Parce qu'un foyer avec des panneaux photovoltaïques, eh ben, quand il marche plus, s'il n'est pas ce foyer-là rémunéré par une société qui reste encore aujourd'hui mondialisée à 80% sur les hydrocarbures, il ne pourra jamais racheter ces panneaux photovoltaïques. Pas du tout avec l'énergie que ces panneaux auront produite tout au long de leur existence. Absolument pas. C'est quelque chose qui n'arrivera pas, et je l'ai dit tout à l'heure, ils pourront encore moins fabriquer leurs propres panneaux photovoltaïques à partir des rayons du soleil. Voilà, donc c'est ce type de questions-là qu'il faut se poser, y compris pour la France et sa souveraineté énergétique, y compris pour l'Europe et sa souveraineté énergétique. On ne va pas pouvoir, encore une fois, si les arguments que j'avance tiennent la route, on ne va pas pouvoir appuyer une souveraineté énergétique sur des infrastructures qui sont censées se substituer si elles ne sont pas capables de, elles, pour le coup, s'autonomiser, c'est-à-dire se perpétuer par elles-mêmes. Voilà. Merci Vincent. Et sur ces bonnes paroles, je passe la parole à Benoît. Alors, à Benoît. Bon alors, bonsoir. Du coup, je prends la parole pour la première fois. Du coup, j'ai un petit bonus de temps, mais voilà, j'aimerais tellement dire plein de choses sur ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, bon, moi, l'angle d'attaque, c'était un peu de parler de l'expérience de ce qui se passe dans les territoires ou de ce qui ne se passe pas dans les territoires, d'ailleurs, puisque c'est l'essentiel de mon activité aujourd'hui. On va dire que voilà, je voulais vous proposer une analyse de plusieurs cas d'école ou de cas concrets que j'ai l'occasion de voir, en séparant d'un côté la partie institutionnelle et la partie société civile, on va dire associations, citoyens, citoyennes, etc. Bon. Et puis un côté frein et puis un côté moteur. Voilà, deux types de situations possibles. Alors, en partant par exemple du cas atypique du territoire où les institutions sont plutôt un frein par rapport aux questions de changement. On parle bien des transformations qui sont nécessaires, qu'on évoque depuis tout à l'heure. On est confronté à un certain nombre de limites, donc il faut que ça change. Comment, quoi, en tout cas, faut que ça change. Voilà, donc institutions, frein au changement, population, société civile, frein au changement. Bon, c'est pas la peine que je développe. Il se passe rien sur ce territoire-là. On a une forme de continuité et donc c'est, je pense, pas mal de territoires où ça se passe comme ça. Il y a un deuxième cas. Le deuxième cas, ça serait celui où les institutions sont un frein, mais par contre, il y a au sein de la société civile une forme de mobilisation, de motivation, soit associative, soit voilà, des collectifs citoyens qui se mettent en place via des AMAP ou des choses comme ça. C'est ce que je vis, c'est ce que je traverse. Voilà, j'habite dans une ville de 8200 habitants qui s'appelle Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret. Donc ça fait une dizaine d'années qu'on a lancé voilà, Châteauneuf-sur-Loire en transition. Et on a une municipalité qui veut juste nous voir disparaître. Voilà, donc c'est un petit peu sa lubie. Voilà, donc elle contacte nos financeurs pour qu'ils arrêtent de nous financer. Elle nous met dans des situations incroyables. On passe notre temps en fait à lutter pour essayer de survivre. Et pourtant, voilà, ça fait 10 ans qu'on est là, mais ça veut dire qu'on est de fait en tant que citoyen avec des institutions qui sont en frein, eh bien confronté à un plafond. Voilà, une espèce de plafond de verre qui fait que même si on mobilise, même si on a eu jusqu'à 900 adhérents et adhérentes, eh ben il y a un moment où on transforme pas les mobilités, on transforme pas le système agricole, on transforme pas parce que on n'a pas cette puissance que peut avoir l'institution. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, auquel c'est mon lot quotidien, on va dire, sur mon territoire. Après, il y a les collectivités où là, on est plutôt avec l'institution qui pousse, qui est motrice, avec des élus, des agents qui peuvent être motivés pour ces transformations, puis par ailleurs une population qui traîne un peu la patte. Souvent, et donc c'est l'occasion de certains territoires que j'ai pu rencontrer ou avec lesquels je travaille, c'est souvent parce qu'on a un problème justement en fait, les élus et les agents sont souvent pas allés chercher au fond du fond le sens de leur action. C'est-à-dire que globalement, on dit oui, on va faire la transition, mais on fait c'est quoi la transition ? C'est quoi le problème avec le système aujourd'hui et où est-ce qu'on veut aller? Alors on veut bien faire du développement durable, hein, on veut bien dire allez, on va faire 200 mètres de pistes cyclables et puis mettre 3 panneaux photovoltaïques sur le toit des services municipaux. Donc on veut bien avoir un petit plan d'action sympa avec des actions écolo,
Mais s'il s'agit de transformer vraiment le système et la société, transformer le mode de vie des gens, à ce moment-là, c'est rare les collectivités qui tombent suffisamment d'accord pour réussir à embarquer derrière les citoyens, les habitants, les habitantes dans cette dynamique. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec une commune à côté d'Orléans qui s'est déclarée ville en transition depuis 5 ans, officiellement avec un logo transition, etc. Eh ben, ça prend pas en fait, et parce que justement, c'est quoi la transition? De quoi vous nous parlez, quoi? De quoi vous nous parlez? Parce que quand on se rend compte qu'ils sont pas d'accord entre eux sur ce que c'est que cette transition. Donc de fait, ça diffuse pas et ça prend pas dans la population. Quatrième cas, eh bien, il y a quand même des collectivités où on arrive à avoir cette combinaison moteur, voilà, c'est-à-dire on a l'institution qui en tout cas a suffisamment de cohérence, où tout le monde est d'accord, je crois que c'est Dominique qui disait tout à l'heure, on est tombé d'accord sur les éléments factuels, donc globalement ça marche, on est d'accord sur le constat, on sait où on veut aller, et donc embarquons la population. Et là, du coup, vient la question des récits. Tu parlais, Laurent, tout à l'heure du risque d'avoir justement ce récit dominant, etc. Donc là, mon exemple, ça serait celui de la Fabrique des Transitions, qui a été impulsé notamment par un maire un peu charismatique qui s'appelle Jean-François Caron, avec son histoire à Los Angeles, où donc, avec 40 ans de travail justement sur les récits, la vision qu'on peut avoir de son propre territoire, parce que les gens, quand les mines se sont fermées, le territoire s'est effondré, et donc il a fallu savoir mais qui on est, d'où on vient, enfin on fait un travail pourri, polluant, notre territoire, il n'y a plus rien, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus d'eau potable, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Et donc ce travail en fait sur les récits, eh bien aujourd'hui il est inspirant pour plein d'autres collectivités, et ce qui est intéressant c'est de voir comment ils travaillent ça, c'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, en gros, il y a une forme de slogan qui a dit Los Angeles du noir au vert. Bon, voilà, le slogan est donné, mais derrière, en fait, c'est comment on accueille tous les autres récits et comment, effectivement, la personne qui habite dans un quartier où c'est pas du tout vert, eh bien, on accepte le fait qu'elle vienne dire attends, mais chez moi là, c'est pas ce que tu me racontes, ton slogan là, je suis pas d'accord avec ça. Comment on l'accueille et comment on travaille avec les habitants. Et donc, quand l'institution est en lien et à l'écoute et en coopération vraiment avec la population, là, ça commence à marcher. Et on voit émerger comme ça ce genre de territoire avec ce genre d'initiatives qui sont assez intéressantes. Aujourd'hui, on a des territoires pilotes comme ça qui commencent à être accompagnés sur cette idée de la mise en récit avec un certain nombre de dimensions. Je peux pas rentrer malheureusement dans le détail ce soir. Et puis je terminerai par un dernier élément qui, je dirais, c'est les populations démunies. Voilà, je parlais de populations qui sont motrices ou qui sont des freins potentiellement parce qu'elles n'ont pas forcément envie de ce changement. Et puis il y a celles qui simplement sont dans la survie du quotidien. Et donc c'est une aussi de mes activités en ce moment. Je travaille dans un quartier prioritaire qui s'appelle le Sanitas à Tours. Et en fait, la question qu'on s'est posée, c'est travailler la question des transitions écologiques avec des populations pour qui c'est la survie au quotidien qui est un sujet, mais pas vraiment la question de l'écologie, ça veut dire quoi? Et donc on s'est posé la question, on travaille avec le centre social, la régie de quartier, avec des associations locales, etc. Et finalement, la déduction qu'on en a faite, c'est que puisque ces gens-là ont déjà déployé des initiatives qui sont des initiatives de sobriété, de coopération, de récupération, d'entraide, etc., on est déjà, en fait, dans ce système qui touche à la sobriété, à une forme de décroissance qui est subie, mais bien souvent, on est face à des populations qui sont pas du tout fières de ce qu'elles font, qui ont bien souvent honte, qui le font en cachette, et qui ne sont pas un modèle pour toutes les autres, pour qui le modèle, c'est le récit capitaliste, en fait. Et dans le récit capitaliste, la question de l'entraide, du fait d'aller récupérer les déchets pour essayer de voir comment, à la fin des marchés, on peut récupérer de la bouffe et la transformer, etc. Ben, les gens, ils le font, mais ils sont pas fiers de ça. Et donc, avec ces habitants-là, on s'est dit que le défi, c'était pas de leur dire il faut être plus écologique, c'était de leur dire mais vous faites déjà des trucs super, soyez-en fiers et soyez inspirants et inspirantes pour tous les autres habitants, pour que leur modèle ne soit plus le modèle capitaliste, mais soit ce modèle justement de sobriété, de résilience et finalement qui est ce modèle vers lequel nous devrions toutes et tous tendre, mais c'est peut-être encore d'ailleurs plus dur pour nous qui sommes dans une forme de luxe et de confort, de réussir à en arriver à ce genre de transformation. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. On peut passer aux questions du Facebook Live ou de la salle.
Vous aviez posé une question tout à l'heure sur ce qu'il convenait de faire. Je dirais qu'il conviendrait de rebondir sur ce type de récit, de multiplier ces expériences et de les faire remonter plus haut en tenant compte de chaque particularité de chaque pays. C'est-à-dire que la façon de faire résistance au capitalisme en Inde, en Chine ou en Afrique ne sera pas la même. Mais il faut que tout cela entre en résonance pour faire changer le politique du bas vers le haut. Et c'est à cette condition seule qu'on sortira des silos que vous décriviez tout à l'heure. L'allusion à l'os en Goël là, m'a intéressé parce que j'ai entendu des exposés spécifiques. Il y avait un célèbre philosophe, mais dont le nom m'échappe en ce moment, vous devez savoir, qui passait beaucoup de temps là-bas et qui nous avait raconté un peu cette histoire. Et vraiment, c'était il y a une dizaine d'années. Et il était aussi enthousiaste et aussi convaincu et aussi convaincant, je dirais, que vous l'êtes. Mais j'ai l'impression que il doit y avoir des barrières de potentiel tellement extraordinaires que ça s'est peu développé. Vous me donnez quelques autres exemples, mais en 10 ans, on a l'impression que, je suis désolé, en 10 ans, on a l'impression qu'il y a eu des déplacements extrêmement faibles. Je ne sais pas si on a inventé, si vous avez inventé une méthode pour essayer de généraliser ça, parce que l'objectif est superbe, hein, mais bon, en face, il y a une réalisation qui paraît tellement difficile. Cette question, elle est assez cruciale. C'est la question de comment on prend le temps de répondre à l'urgence. C'est une vraie difficulté à laquelle on est confronté. On a la tentation de la solution technique, technologique, pour se dire bon ok, on va répondre de manière extrêmement simple à un problème complexe. Bon, moi j'ai une formation d'ingénieur, voilà, et donc quelque part quand on est ingénieur, on nous explique que, eh bien, à une problématique, il faut qu'on trouve une solution qui soit technique et qui puisse régler tous les problèmes. Il y a bien longtemps que je ne crois plus à cette situation, surtout quand on voit la complexité du problème et telle qu'elle est exposée ce soir. Et donc, je crois qu'en effet, quand on commence à travailler la question des récits et des récits multiples en plus, parce que effectivement, il y a autant de récits que quasiment de personnes, et donc comment on arrive à trouver cette convergence. Eh ben, ça prend du temps. Et je suis effectivement d'accord que moi, je suis pas spécialement optimiste sur notre capacité à faire ces transformations. C'est juste que moi, j'ai fait 10 ans de conférences sur l'après-pétrole en montrant des courbes, des tableaux, en faisant des plans climat, en faisant des choses comme ça, des plans d'action, en faisant des rapports prospectifs qui finissent à caler les placards dans les bureaux. Et dans les faits, en fait, ça change pas la vie des gens. Et donc, je me suis dit, bon, en effet, travailler sur l'aspect culturel, l'aspect émotionnel, sur qu'est-ce qui touche les gens dans leur vie du quotidien, c'est certainement là qu'il y a en tout cas une piste qui pourrait être transformative. Maintenant, aujourd'hui, c'est balbutiant. On est en train de travailler sur ces sujets-là, mais en effet, on n'est pas. Je parlais de l'institution au niveau très local. Je vais pas parler de l'institution au niveau au-dessus, qui par ailleurs en fait est un facteur d'influence considérable, sans compter la machine médiatique, etc., etc. Donc voilà. Bon, on parlait de l'action locale et il y a des choses qui se font, mais aujourd'hui en tout cas c'est à titre exemplaire. Je fais très court. Je vais pas donner ma réponse à cette question-là tout de suite. Si je la donne ce soir, on sait jamais. Il y a quand même deux choses qu'il faut bien distinguer. Est-ce que vous voulez que les sociétés soient résilientes ou est-ce que vous voulez que nos sociétés réduisent leur empreinte écologique? En fonction de ce que vous souhaitez, soit la résilience, soit la réduction de l'empreinte écologique, vous aurez deux stratégies qui n'auront peut-être absolument rien à voir. Par exemple, en ce moment, le capitalisme est extrêmement résilient, mais pas du tout écolo. Voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter. Il faut bien discriminer les pistes et les buts qu'on se donne. Je crois que ça, juste un mot, je crois que ça interroge la zone de confort de chacun. Dont on voit que c'est seulement en fonction de certaines perturbations qui commencent à venir. Vous voyez, quand on voit les discussions aujourd'hui sur l'énergie, sur le coût de l'énergie, sur les factures des uns et des autres, sur le poids que ça peut peser sur même la consommation, le budget alimentaire de certaines personnes, eh ben c'est seulement quand ces secousses arrivent qui perturbent votre zone de confort que certains se posent des questions. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal de se poser les questions avant d'être projeté, on va dire, dans ces situations. Voilà. Je vais prendre 3 questions. Moi, j'ai aussi un petit bout de réponse. C'est pas dans ma nature d'être optimiste, mais tout ce que je sais, c'est que chaque chose commence petite et que c'est pas le fait qu'un gland soit petit qu'on doit préjuger que le chêne ne va pas arriver. Voilà.
Oui, merci déjà pour la qualité des interventions ce soir. Moi, j'ai un réel questionnement que je me pose au quotidien, étant un peu dans la phase depuis des années de stupéfaction et les différentes phases de deuil qui s'en suivent face à l'effondrement. L'effondrement global. Je me pose la question en fait de comment on fait pour sortir de nos bulles. Enfin voilà, les réseaux dans lesquels on est tous en train de s'entretenir et sur lesquels on se sensibilise, on se resensibilise, mais finalement on se sent un peu impuissant. Moi, je me pose la question. Tout à l'heure, ça a été nommé plusieurs fois, la question du confort et de l'effort. En fait, au quotidien, je me rends compte que même en tant que personne qui essaie de faire des efforts, en fait, c'est tout minime, c'est tout petit, et on sait que face à la mondialisation, c'est super compliqué, mais je me demande à quel point en fait la société est assez mature, ou est-ce qu'on est que motivé par notre porte-monnaie? Est-ce qu'il y aurait autre chose en fait pour nous? Notre moteur interne, l'amour de l'humanité, j'en sais rien, n'importe quand on pourrait sortir quelque chose de notre poche, mais juste comment on pourrait motiver en fait cet effort et sortir du confort. Je vais prendre une autre question. En fait, on a besoin de changer vraiment la façon dont c'est organisé politiquement. Effectivement, là aujourd'hui, on vote et puis il y a une personne qui décide et en gros, si elle a envie de décider de quelque chose, elle le peut une fois qu'elle est élue. C'est un très 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 mauvais système. Et on a absolument besoin d'avoir un système qui fonctionne en intelligence collective, parce qu'on a des problèmes qui sont extrêmement difficiles, compliqués à résoudre, et donc on a vraiment besoin d'avoir un maximum d'avis et d'opinions, etc., pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Imaginez qu'on fasse un tirage au sort au niveau mondial, et qu'il y ait des gens qui soient tirés au sort partout dans le monde, et qui arrivent à se rassembler, à travailler des questions ensemble, on n'aurait absolument pas le même résultat. On l'a très bien vu avec la Convention citoyenne pour le climat. Effectivement, c'est vraiment une question d'architecture et de la façon dont on prend les décisions. Je voulais vous faire réagir là-dessus. Donc, quel conseil de gouvernance? Je prends une dernière question. Parce que monsieur parlait de savoir comment mettre toutes ces personnes avec leurs idées et de les rassembler pour faire quelque chose. Je voulais savoir si vous aviez un avis sur en fait le PTEF en fait du Shift Project, enfin le plan de transformation de l'économie française. Est quelque chose quand même de viable, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait permettre de faire une transition justement, faire quelque chose par palier en fait? Je peux tenter une réponse aux deux premières questions. Quelque chose qui emballe, quelque chose qui donne de l'énergie à tout ça. On a souvent l'impression qu'il faut des leaders charismatiques pour donner de l'énergie. C'est une forme pour emballer de l'énergie. On a aussi des choses qui donnent de l'énergie, mais plus locales, plus terre à terre, plus chez nous presque. Moi, je retrouve un peu de cette énergie dans l'action de la MAP, même si j'en suis pas un des plus assidus, mais moi, ça me donne de l'énergie dans ce que je fais, d'aller faire mes courses au plus local et faire travailler quelque chose de plus local. J'ai pas choisi mon mandat, ma délégation de maire adjoint au hasard en développement économique et en recherche de protection du commerce local. Ça aussi, pour moi, c'est quelque chose d'important. Parce que j'ai pas envie, dans mon job, de faire venir des enseignes nationales, de groupes nationaux. C'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est des gens qui font travailler et qui font travailler localement. Et la question du tirage au sort et la question d'autres modes de scrutin, il y a des études qui sont faites, très sérieuses, même si au final ça a été une véritable escroquerie, mais la première pierre de lancement de la Convention citoyenne pour le climat, le tirage au sort des 150, reste une expérimentation unique au monde. C'est la première fois dans un pays, c'est la première fois au monde qu'une telle opération a été faite. Elle a été traînée littéralement dans la boue. Il n'y a pas d'autre mot. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le système ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il faut peut-être
avoir multiplié ce type d'opération, et on peut le faire aussi à l'échelle locale. Il n'y a pas de raison que ce soit qu'à l'échelle nationale. Je voulais d'un mot renchérir sur ce qu'a dit David. Par rapport à la première question, moi je suis tombé il y a 20 ans en fait dans ces réseaux qui essayaient de réfléchir donc à des systèmes d'alimentation alternatifs, mais vraiment avec l'enjeu aussi de préserver l'environnement. Et très honnêtement, ça m'a énormément nourri, parce que finalement, tous les mois ou plusieurs fois par mois, je rencontre des gens avec lesquels je me pose des questions et j'ai vraiment des choses à partager. Et autant autrefois, je faisais pas mal d'activités, je faisais du sport, etc. Et je rencontrais des gens avec lesquels je partageais déjà des activités, mais ça n'allait pas jusqu'à cet échange intellectuel. En fait, là, je trouve vraiment des gens avec lesquels on se rencontre en fait sur des constats, des enjeux, des craintes, et puis des objectifs d'essayer de travailler ensemble à améliorer la situation. Et quand on s'est retrouvé en contexte Covid avec mon épouse, on s'est rendu compte qu'en fait, on s'était déjà passé des supermarchés. Donc ça n'a pas du tout été un souci pour nous, puisqu'en fait, tous nos réseaux d'approvisionnement, la MAP a continué à fonctionner avec d'ailleurs un agrément départemental de l'Essonne, etc. Et puis on avait pas mal de réseaux d'approvisionnement. Par exemple, les épis, c'était une personne qui allait chercher tous les produits laitiers à la ferme de Villetin. Ensuite, c'était distribué à l'épicerie participative locale, etc. Donc on avait le beurre, la crème fraîche, le fromage blanc, avec le lait et tout, directement comme ça. Donc en fait, on voyait des images où on entendait ces queues devant les supermarchés avec la crainte d'avoir le virus et tout, et pas de souci. Pour la personne sur le champ politique, effectivement, la CCC, pour répondre à la troisième question, par rapport au Shift Project aussi, sur le territoire, je suis en contact avec un groupe qui essaye de développer une convention citoyenne territoriale pour essayer de travailler notamment avec les élus sur en fait une forme d'entrée participative des citoyens par rapport à de la démocratie locale. Voilà. Et un point où j'en suis rendu aujourd'hui, alors j'espère que ça va pas vous faire bondir, mais par rapport à la deuxième question, je crois très franchement que si on arrivait à introduire des mécanismes qui mettent beaucoup plus de femmes au pouvoir que d'hommes, donc qu'on ait finalement, je dirais, une démocratie pilotée avec un peu moins de testostérone, on s'en porterait peut-être mieux, parce que quand je regarde dans l'histoire, je vais laisser mon voisin réagir, je me dis qu'il y a eu quand même beaucoup de bêtises, et encore aujourd'hui, qui sont faites beaucoup par des hommes. Je vais réagir sur les femmes. On n'a quasiment pas d'éléments de comparaison parce que les femmes n'ont jamais dirigé, sauf dans les temps de catastrophe. Et ça, c'est très amusant à voir, c'est-à-dire qu'il y a un parallèle à faire entre Catherine de Médicis ou quelques autres femmes de pouvoir dans l'histoire française et les femmes de pouvoir dans l'histoire chinoise ou japonaise. À chaque fois que des femmes ont pris le pouvoir, c'est que les hommes ne voulaient pas l'assumer. Et qu'elles l'ont pris en temps de catastrophe, vraiment. Mais ça laisse planer effectivement un espoir quelque part, c'est que, pour répondre à la première question, quand est-ce qu'on va commencer à réagir, à s'adapter, etc., c'est quand les conditions seront tellement dégradées qu'il n'y aura plus le choix, que ce sera une question de survie. Alors aujourd'hui, ça commence à s'amorcer, c'est-à-dire que jusqu'ici, on sortait de plus en plus de monde de la pauvreté, on vivait de plus en plus longtemps et on produisait de plus en plus de richesses, même si elle était de plus en plus mal répartie. Sauf que depuis 2-3 ans, ça commence à s'inverser sérieusement. Il y a des pays développés qui voient chuter leur espérance de vie. Et on voit d'autres éléments qui montrent très clairement que l'on commence à descendre la pente. Et ce que disait Dominique Bourret est très important tout à l'heure, quand on lit les rapports sur le réchauffement climatique, sur les scénarios optimistes à l'horizon, mettons, de la fin du siècle, on est à 1,5 milliard de personnes qui seront hors de la zone d'habitabilité humaine. Si on est sur le scénario business as usual, c'est 3,5 milliards de personnes hors de la zone de viabilité humaine. Et là, c'est une question éthique. Va-t-on laisser crever tous ces gens-là, ce qui fera ressembler les génocides du XXe siècle à une blague,
Où est-ce qu'on les prendra en charge? Est-ce que nous nous adapterons? On a du gras dans nos sociétés. On pourrait par exemple manger moins de viande pour sauver plus de terre et produire plus de nourriture pour les humains, nourriture végétale. On a beaucoup de gras de cet ordre-là. Est-ce qu'on le mobilisera? Est-ce qu'on arrêtera de tout faire pour le profit? Et est-ce qu'on organisera la solidarité ou est-ce qu'on organisera plutôt la violence pour aller prendre chez le voisin? L'histoire ne rend pas très optimiste sur cette question parce que la plupart du temps, au bout d'un moment, les gens préfèrent aller taper le voisin en espérant qu'il ait eu la sagesse d'avoir les stocks que nous, on n'a pas. Mais j'ose espérer qu'on fera autre chose. Voilà. Et peut-être que les familles contribueront. Pour l'idée de monsieur, elle est très intéressante de faire une sorte de convention citoyenne mondiale. Quid de la surreprésentation chinoise et indienne dans cette assemblée? Bon, ça peut probablement se régler. Par rapport au plan d'adaptation du Shift Project ou d'autres, on fait tous des plans qu'on essaye de faire quand ils sont réalistes, basés sur un certain nombre de données prospectivistes. On connaît tous des organismes et l'Institut Momentum n'est pas en reste d'ailleurs sur ces questions. Certains sont de l'ordre du bon conseil ou même de la simple logique. D'autres sont purement techniques et très construits en silo. Il importe de tous les étudier pour s'en inspirer, pour les travailler, etc. Mais le meilleur des plans ne sera rien sans volonté politique de l'appliquer. On a un public sur Facebook Live, donc on va avoir le porte-parole du Facebook Live. Donc Ralem, si tu peux nous lire les meilleures questions. Et c'est notamment concernant la map et connaître la capacité d'accueil de la map, de savoir si on pourrait étendre le concept à l'Île-de-France. Et concernant les récits, ils seraient intéressés par des idées de transmission des récits. Voilà. La map, je vais la faire très courte. Dans la phase de développement de la map, donc on est fédéré régionalement, donc ça s'appelle le réseau des AMAP d'Île-de-France. Il y a des fédérations dans chaque région, et je vous ai dit, on est monté à peu près jusqu'à 400 groupes. Alors la problématique, c'est que derrière chaque groupe de consommateurs, il y a une demande de produits agricoles. Et donc, les groupes parisiens, au fur et à mesure, ont été obligés de s'éloigner de plus en plus de Paris pour trouver des agriculteurs partenaires. Ce qui est pas bon du tout pour la relation, puisque sur les principes de la MAP, il y a vraiment une relation entre le consommateur et l'agriculteur. Mais vous imaginez bien qu'un agriculteur, s'il a 2 heures de route à faire pour aller livrer dans le 18e arrondissement, qui doit stationner de nuit, etc. Enfin, ça donne des relations très compliquées. Donc en fait, une des limites qu'ont trouvé les AMAP parisiennes, c'est vraiment le gisement de partenaires en Île-de-France. Et après, il y a des centres de formation, on appelle ça des couveuses, c'est-à-dire il y a des porteurs de projets, des gens qui sont soit jeunes et qui se destinent au maraîchage ou à la culture de fruits ou à l'apiculture, etc. Et puis, il y a des gens aussi moins jeunes qui sont en reconversion professionnelle, et ça rejoint ce que disait David sur le fait que des gens essayent à un âge donné de retrouver une trajectoire qui les remet en fait dans un métier qu'ils souhaitent faire parce que plus bénéfique pour eux, plus en accord avec ce qu'ils recherchent. Et simplement en Île-de-France, le verrou, c'est l'accès au foncier. C'est-à-dire que pour faire de l'agriculture, en général, il faut des terres agricoles. Bon, si vous êtes apiculteur, c'est un peu plus facile, mais sinon, il faut des terres agricoles. Et donc, en région parisienne, il y a une telle contrainte sur les terres agricoles qu'en fait, il y a des tas de personnes qui sont obligées de quitter l'Île-de-France parce qu'ils n'arrivent pas à asseoir un projet. D'où l'intérêt de ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y ait y compris des collectivités, des municipalités qui s'organisent pour proposer des terres pour des futurs porteurs de projets pour développer de la production en Île-de-France. Je crois que j'ai bien explicité que on était très déficitaire, quoi. Donc c'est une des limites pour les AMAP. Sinon, dans l'AMAP dans laquelle je suis, qui s'appelle l'AMAP des Jardins de Cérès, nous étions jusqu'à 300 familles. On est en moyenne, en gros, autour de 250 familles, ça nous va bien. Et quand on descend à 230, 220, on fait un petit peu de communication pour remonter, pour être en accord aussi avec nos partenariats, parce qu'on est en partenariat avec 15 producteurs, donc il faut aussi les soutenir. Et moins on est de familles, moins il y a de contrats, et moins on les soutient.
Mais voilà, mais on peut accepter, par exemple, typiquement sur le territoire, maintenant, il y a pas mal d'AMAP qui peuvent encore accepter des consommateurs. Voilà. On prend une dernière question, mais vu l'heure, on va se diriger vers la fin. D'accord ? Bonsoir. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. J'avais une petite question. J'ai entendu ce soir dans la bouche de plusieurs personnes de sortir du capitalisme, en désignant un peu le capitalisme comme un coupable et en sortir comme la solution. J'aurais bien aimé entendre Vincent un peu à ce sujet. Est-ce qu'on peut aussi voir de sortir du capitalisme en présentant comme une solution, comme une forme de récit? Je sais que, que vous avez un avis sur la question. Est-ce qu'on est condamné aussi à se raconter des récits de ce genre et du coup être un peu déconnecté de la réalité? Alors, merci pour cette question. Je vais essayer de pas trop m'étendre parce que je pourrais passer 3 heures à répondre à cette seule question. Je vais citer Baptiste Morisot. Bon, je suis pas toujours en accord avec Baptiste Morisot, mais là, je trouve qu'il a trouvé une phrase parfaite pour qualifier les désignations de causes uniques à des problèmes complexes. Et effectivement, il parle, lui, de monothéisme du mal. Et je pense que là, en désignant effectivement le capitalisme ou les lobbies ou les patrons ou les politiques ou tout ce qu'on veut, la publicité, à chaque fois qu'on trouve une cause unique à un problème complexe, je pense qu'on passe à côté de la complexité précisément. Mais passer à côté de la complexité, ça se fait aussi de façon, c'est à la fois réflexe, préconstruit, mais pas forcément déterminé. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut, avec une nouvelle compréhension de la façon qu'on a de fonctionner, essayer de déconstruire nos réflexes cognitifs ou nos réflexes culturels qui sont entremêlés et qui discutent l'un et l'autre. Les réflexes cognitifs et culturels qui nous font interpréter le monde et le mettre en sens et du coup essayer de changer ce monde qui nous convient pas très bien. Alors ça me permet peut-être de répondre aux 3 premières questions. Vous avez proposé, monsieur, tout à l'heure un changement du mode de représentation. Je suis tout à fait favorable à ça. Je suis pas forcément satisfait du modèle de représentation qui existe aujourd'hui. Simplement, nous, on a tendance on peut se faire l'idée qu'en changeant le mode de représentation, on va avoir un résultat. Ben, en fait, on n'en sait rien. Ça va juste changer le mode de représentation, ça va pas vouloir dire que les gens vont voter pour l'écologie ou décider de faire de l'écologie, réduire leur empreinte écologique, etc. Pourquoi ? Parce que en fait, on vote déjà tout le temps, tous les jours, pour le modèle économique qu'on veut et la quantité de destruction du monde qu'on fait, avec nos billets de banque, avec nos euros, avec notre carte bleue. On vote tout le temps. Voilà, vous allez voter en fonction du transport que vous allez prendre pour rentrer, en fonction de ce que vous allez manger demain, en fonction du nombre d'euros que vous avez sur votre compte, vous avez déjà voté. Voilà, vous avez déjà choisi le monde dans lequel vous voulez vivre. Vous avez déjà arbitré entre le capitalisme et d'autres modèles. Donc ça, c'est une espèce de révision de nos schémas cognitifs, les sauts à la conclusion qu'on a tendance à faire à partir d'équations relativement simples, et puis surtout de changement de sens de la causalité, où on a tendance à dire les moyens, ça peut transformer les causes. Donc en changeant le mode de représentation, on résout le problème. Mais non. Ou en mettant des éoliennes à la place des centrales nucléaires, ça réduit les émissions de CO2, non. Voilà, donc ça c'est un point important. Ce qui me permet de rebondir sur le PTEF. Le PTEF, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on se donne des moyens, où on estime que certains moyens sont meilleurs que d'autres pour obtenir tel résultat, mais comme on n'a pas le matériel, en l'occurrence scientifique, pour dire qu'avec ces moyens-là, on obtient tel résultat, on n'en sait rien. Ça veut pas dire qu'il faut pas essayer. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'engager dans le PTEF et suivre les préconisations. Je pourrais partager certaines qui me paraissent très pertinentes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, comme on ne sait pas où ça nous mène, on n'est pas sûr d'avoir pas plus d'émissions de CO2 à la fin, ou alors autre chose, c'est une société qui tiendra le coup et qui sera résiliente, mais une société thermo-industrielle qui tient le coup et qui est résiliente, c'est pas une société écolo. C'est pas une société qui a résolu son problème de risque d'effondrement. Vous voyez, voilà. Confondre les moyens et les buts ou les causes, c'est compliqué. Faire un plan de transformation de l'économie française, parfait. Faire un plan de transformation de l'économie française en mettant une estampille dessus, garantie baisse du CO2, mais je peux pas. Ça, personne ne peut en être sûr. Et la première question que vous avez posée, c'était à propos de la motivation. Voilà, la motivation, vous l'avez compris, c'est ce qu'on fait de notre argent. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que moi j'ai déjà la réponse
pour résoudre à la fois le problème de CO2 et de risque d'effondrement, c'est-à-dire descendre de là où on est, puisqu'on est trop haut sur le plan économique, et plus on tombera de haut, plus ce sera un effondrement raide et sévère. Et ben la seule solution à appliquer hier, c'est de réduire ses revenus pour un foyer, pour un pays réduire son PIB, pour la planète entière réduire le flux de richesse qui circule. Intentionnellement, tout le monde en même temps, sans rivalité, et en mettant à la place on ne sait pas quoi, mais au moins on attaque le problème par sa cause. Quand je dis en mettant à la place on ne sait pas quoi, c'est important, c'est parce que si on veut résoudre le problème, il faut attaquer la cause, et après on verra ce qu'on fait. On verra quel arbitrage on fait quand on a moins de moyens sur les sources d'énergie qu'on utilise. Parce qu'on a moins de moyens, donc il faudra bien les faire, les arbitrages. Mais si on fait l'inverse, et qu'on se dit, on change de modèle agricole, mais on change pas la richesse que le modèle agricole doit produire, on est sûr de pas y arriver, en fait. Parce qu'on va faire une injonction paradoxale au réel, on va demander au réel de résoudre un problème écologique en produisant toujours autant de richesse, et les agriculteurs, entre les deux, ils se suicident. Parce que c'est pas possible. Voilà, donc, si je peux conclure là-dessus, la première chose qu'on a à faire, c'est comprendre comment on fonctionne et comment on a tendance à tout inverser finalement pour ne pas réussir à faire ce qu'on devrait réussir à faire pour éviter l'effondrement. Et voilà, merci. Détruire le capitalisme. C'est une question que c'est une expression qu'on entend beaucoup. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Le mot capitalisme en lui-même, il est hérité du XVIIIe siècle, et ce que l'on voit aujourd'hui dans ce mot, ce qu'on a aujourd'hui dans ce mot, n'est pas nécessairement ce qui a été écrit au XVIIIe siècle dans ce mot. C'est-à-dire que au XVIIIe siècle, le capitalisme de Adam Smith n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Donc ce qu'on veut détruire, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et le mot en lui-même est chargé de bien d'autres choses que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui considèrent que le capitalisme est quelque chose qui est intrinsèquement dans la nature de l'homme, c'est-à-dire d'accumuler de la richesse, sauf que, en réalité, au Moyen-Âge, et c'est un ami qui est à quelques mètres de moi qui m'a expliqué ça il n'y a pas très très longtemps, au Moyen-Âge, le fait d'accumuler de la richesse était mauvais, n'était pas considéré comme bon. Donc il y a eu un inversement quelque part, ou une nouvelle nature qui a été développée à un moment autour de la Renaissance et au XVIIIe siècle, sur ce qui devait être bon pour l'homme à ce moment-là, dans ce contexte-là. Aujourd'hui, il s'agit de trouver, c'est pour ça que le mot récit me plaît davantage, il faut trouver un nouveau récit, et pourquoi pas, j'ose le dire, un nouveau récit au capitalisme. En fait, on va pas y arriver si on se fout sur la gueule entre nous, tous, pour savoir si c'est le capitalisme qu'il faut détruire, les Khmers verts ou je ne sais quoi. J'aime beaucoup ce que vient de dire Vincent, c'est qu'à un moment, peut-être qu'il faut, je ne sais pas si on peut dire ça, mais arrêter de réfléchir et faire, en fait. Et faire, et dire, bon ben voilà, on connaît le problème, on l'a, il a été exposé, ça fait depuis 1972, 50 ans cette année, qu'on sait factuellement le problème. Rapport du Club de Rome, Denis Meadows, on tourne autour là, sans arrêt, à savoir ce qu'il faut faire, mais on sait ce qu'il faut faire. Je suis un peu gêné, je voudrais juste corriger deux choses. C'est l'accumulation capitalistique individuelle qui est considérée comme un péché au Moyen-Âge, mais l'Église accumule des biens. Regardez Cluny au XIIIe. Bon, voilà. Donc, il y avait des gens qui avaient le droit de faire du capitalisme au Moyen-Âge, ou en tout cas une forme primitive. C'est ça. Bon. Et ensuite, la deuxième question, j'ai pas dit détruire le capitalisme, j'ai bien dit sortir. Voilà, il y a une nuance. Je vais conclure parce qu'il est l'heure et que on a tous besoin de rentrer chez soi si on ne va pas coucher là. Vous l'avez compris, on n'est pas le complot des gens qui savent ce qu'il faudra faire dans le détail et qui vont vous proposer une liste. Moi, ce que j'ai retenu de ce que j'ai entendu, c'est que y a ceux qui sont dans une ignorance plus ou moins cultivée, il y a ceux qui se posent des questions et qui ont un peu mal au ventre, et puis il y a ceux qui tentent des choses et qui ont l'air d'éprouver quand même une certaine joie à essayer de tenter quelque chose. Donc c'est là où j'ai envie, tous ceux qui m'écoutent là maintenant, de réfléchir, c'est qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes pour être en accord avec le truc qui les gratte là au fond d'eux, sans juger de ce qu'ils font ou font pas, ou de ce qu'ils devraient faire. Mais il est certain
que les institutions sont la représentation de ce qu'on a construit dans le passé, et on peut faire masse avec nos achats, avec nos décisions, avec nos engagements, à la mesure de ce qu'on veut faire pour être en accord. Et je ne crois pas qu'on soit si impuissant que ça, finalement. Simplement, il faut qu'on soit humble par rapport à la portée de notre action. Et peut-être que vous ressortez de là confirmé dans votre envie de changer, ou peut-être que on a peut-être mis le feu à une envie de faire des choses, quelle qu'elle soit. Ça sera toujours mieux que de rester sur son canapé à regarder juste l'enregistrement et en se disant « Tiens, ils sont rigolos ceux-là ». Sur ces mots, je vais conclure et vous remercier tous encore une fois et vous souhaiter un bon retour. Merci à tous.